Oh. Messieurs, un instant. OK. Un instant, OK. Un instant. Un instant, OK. Pour un instant aussi, c'est une chanson. Pour un instant. Ouais. Ça? C'est Ouais, pour... Ben, je suis pas sûr que c'est le titre, mais... J'ai oublié mon nom. Ça m'a permis enfin d'écrire cette chanson. Pom, 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 pom. Vieille bass, là, aux cordes lousses. Ok, il reste qui? Émile. Qui est le Émile partenaire? Bouchard. Émile, c'est clinique vétérinaire de Coaticook. Parfait. Coaticook. Fait que vous pouvez y aller quand vous voulez, les gars. On mentionnera pas Vincent. On va Non, dire qu'il y a un clinique invité vétérin- surprise qui fait durant l'épisode, qui s'insère pendant quelques minutes. Tu peux le dire? Non, Oui. Non. Tu veux pas le dire? Non. Pourquoi? tu vas voir. On va le dire d'une autre façon. Bonjour! Tu es Louis-Philippe Delorimier. Hey! Je suis Éric Normand-Carmel. Mon Dieu, mais tu dis tous les noms, t'es de tout feu, tout flamme. Ouais, j'avais le goût que toi, tu le fais pas, cette intro. Ouais, et nous vous présentons de l'âne Au coq! Ça sonne bizarre, hein? Ça sonne bizarre. Mais c'est tout aussi vrai, en fait. Si vous écoutez l'épisode à l'envers, c'est vrai. Ouais, je suis dans le désordre. Ouais. Et qui fait, c'est le podcast qui fait Lève le voile. tour, Il lève le voile qui fait le tour sur le voile de levé. la médecine vétérinaire. Et ce qui? L'entour. Je l'avais déjà dit. Ah oui, parce que tu sais Qui fait le tour de ce qu'il le oui, voile je levé. comprends. Alors, voici un épisode particulièrement différent des autres. Parce qu'ils sont tous. Mais tout en étant similaire. Oui, et je pense que vous allez beaucoup apprécier cet épisode-là. Pour les médecins vétérinaires, j'allais dire... en tout cas, parce que... C'est l'épisode où il y avait le plus d'artefacts. Oui, effectivement. Fait que vous pouvez le regarder en vidéo. Assez impressionnant, aller voir d'ailleurs, les des- photos qui sont associées à l'épisode parce qu'il y a des artefacts qui Il sont... y avait du bling-bling, du Effectivement, doré, du du scintillement. Parce qu'on recevait Dr Émile Bouchard, Junior. Buyâtre de son état. Buyâtre. D'ailleurs, je me suis fait dire par texto cette semaine par le cousin de ma conjointe qui est un Français, pourquoi vous dites praticien bovin? Hey, je Parce t'ai que- pas mis une passe à la palette, là? Petit lien envers le hockey parce que Émile Bouchard était le père d'Émile Junior que nous connaissons bien. Donc, un joueur mythique. Du Canadien de Montréal. Donc, lui, c'est le fils d'une légende, mais je pense qu'on peut dire que c'est une légende. Ah, lui, Émile c'est Bouchard. une légende Parce vétérinaire. qu'au en tout moment cas. où on l'a Ouais. reçu, en début novembre 2022, il venait tout juste de se faire remettre la médaille, la plus haute distinction de notre ordre professionnel, La médaille c'est-à-dire de la médaille Saint-Éloi. Saint-Éloi, le saint patron des métallurgiens, mais ou surtout, en tout cas, il est saint patron de sérieusement beaucoup d'affaires, mais entre autres des médecins vétérinaires. C'est quand tu passes son CV à Saint-Éloi, c'est que ça finit par descendre à Maréchal Ferrand puis à devenir Ouais. vétérinaire. Puis Tu sais, c'est vétérinaire, ça, le- puis les maréchaux ferrants, c'était eux qui faisaient. C'est maréchaux ou les maréchals avec un S? Oh, hey. On va demander à Édouard Ouais. Maréchal. un radiologiste vétérinaire sur la côte ouest qu'on salue. Donc, Émile, un personnage fort intéressant. Moi, c'est qu'on le connaît personnellement aussi. C'est un Non, mais attends, parce que là, on a complètement sauté que tu as eu un texto qui te demandait pourquoi on disait praticien bovin. Oui, parce que c'est le cousin Clément que je salue qui nous dit pourquoi vous dites pas buyâtre parce qu'il trouve que c'est un mot qui est beau plutôt que praticien bovin qui sonne un peu pas réducteur, mais je vous dis premièrement c'est deux mots au lieu d'un. Puis je suis d'accord avec lui. S'il y en a un qui dit deux, buyâtre, c'est ça que ça veut dire, mais je pense que c'est l'équivalent d'hippiatre. Puis d'ailleurs, on en parle un petit peu. Émile, qui a été président jusqu'à tout récemment de l'Association mondiale de buyâtrie. Mais on dit pas un cyniatre ou un cynologue pour les chiens. Là. Non, on dit il fait de la canine. Ouais. Moi, je trouve tout le Ouais, temps, ben ça veut pas- dire il fait une dent. Tu sais, en tout cas. Ça, c'est Mais- en France qu'on dit il fait de la Ouais, canine. ben, c'est là. qu'ils le disent, donc. Donc, un épisode fort intéressant. Émile, qui continue à être très actif dans toutes sortes de choses. Bon, on a oublié d'ailleurs de parler du fait qu'il fait de la plongée sous-marine. Donc ça, écoutez pas l'épisode pour l'entendre vous parler de ses bulles, puis de ce quand il remonte, puis qu'il se bloque le nez, puis qu'il se pète les tympans, parce qu'on n'en parle pas. Mais il fait de la plongée sous-marine. Par Donc, contre, cet épisode est commandité par un commanditaire très important, la clinique vétérinaire de Quaticook. Oui, on a déjà reçu dans un épisode passé un buyâtre du nom de Dr Vincent Caldwell. Des associés, buyâtres associés de la clinique. Donc, nous remercions parce qu'ils sont, justement, comme tu le dis, nos partenaires financiers
pour cet épisode-là. Et il contribue doublement dans cet épisode. Doublement. Et on le remercie pour ça aussi. Ouais. Vous avez qu'à l'écouter pour voir. Là, c'est des petites surprises qu'on a un sort comme ça. Ouais, des données généreux. Hein? On les aime, nos auditeurs. En fait, c'est toi qui es notre surpriseur en chef. Mais qu'est-ce que tu veux? J'ai une grande poche rouge sur le dos. Puis moi, j'aime ça distribuer les cadeaux. Tu sais. Non, tu ris, mais hier j'ai... Vraiment dans une intro? Là? Ouais. Non, mais c'est parce que tu dis la poche rouge. Hier, j'étais en mobile, puis j'ai fait un écho sur un Grand Pyrénéen. OK. Et puis un grand chien blanc. Ouais, puis je me suis mis... son poil faisait une barbe de Père Noël exceptionnelle. Fait que t'as des photos de ça? Oui, j'ai ça en photo. On va pouvoir le mettre en bas, oui. Donc, moi, avec ma petite bédaine de Père Noël. Là. Donc, moi, je veux remercier encore avant, parce que cette intro s'en va dans une direction que je ne veux même pas prédire. Ouais. Je remercie donc Clinique vétérinaire d'Aquaticook pour leur partenariat. Et on remercie Émile, du cœur qui est un vétérinaire qui a un impact sur plusieurs générations non seulement au Québec, oui, d'ailleurs, et non seulement au Québec, sur la profession de internationale. Exact. Et donc, il a été très généreux aussi de son temps et puis de ses anecdotes. Donc, je pense que c'est un épisode incontournable. Puis Émile, c'est un vrai, là, tu sais. C'est drôle parce que moi, là, j'allais dire ça. OK, non, mais attends, mais qui on a reçu qui était des faux? Non, c'est pas ça que je veux dire. Okay. C'est un gars qui a un vrai, là. Je pense que c'est dans sa famille, puis tu sais, son père, il était là pour les bonnes... Tu sais, c'était un joueur de hockey, mais c'était... à la limite pour les bonnes raisons. Puis il était là pour défendre ses... Il y a des bonnes valeurs. Oui, des bonnes valeurs, une bonne morale, défendre ses coéquipiers et tout ça. Donc, merci encore beaucoup pour tout ton temps. Puis, bonne écoute à tous. Et je vous dis, pour ceux qui n'ont pas vu Émile depuis longtemps, ses yeux sont toujours d'un bleu aussi dérangeant. Moi, c'est pour ça qu'il y a des bouts où j'ai l'air de me mêler dans mes mots. Là. J'étais perdu dans le bleu de ses yeux. Non, je peux pas croire qu'on close cette intro-là là-dessus. Oui, c'est mon bromance avec Émile. Bon, ben écoute, en tout cas, celle-là, écoutez-la en vidéo, hein? Bonne écoute à toutes et tous. Et nous vous présentons... Ah non, c'est ça c'est au début. Ah oui, on va casser une boucle à la fin, c'est ça? Go! Lance le générique, tu veux dire? Merci, Dan et Machine 47. 71. Good job! OK. J'ai repéré. C'est ça. Oh, mange pas les croquettes. Là, on n'aura pas de croquettes. Là, on parle de la vraie médecine vétérinaire, celle qui est de l'utilité, là. Non, mais... Ils ont pour vrai, là, je veux dire, ils attrapent des mouches avec des haies. Hein? C'est pas moi qui a dit Miyagi tantôt, en plus, j'ai pas dit ça dans un épisode. Oui, j'avais une mouche dans la face, comme c'est quand tu faisais ton mini en CV, là, tu faisais du fly catch. J'avais une mouche, j'essayais de parler au microphone, j'avais une mouche qui n'arrêtait pas. C'est toi de mouche. Dans des situations malaisantes, des fois. Moi? Non, moi, j'étais dans un comité de sélection d'un prof à l'école vétérinaire de Lyon, puis le directeur de l'école, on va dîner le soir de midi, puis il y avait une mouche. Il y avait une mouche là. Les autres, ils parlaient, moi, devant moi. Puis elle allait pas vite. Je lui donne une claque, puis d'habitude, t'es pas une mouche, là, parce qu'elle venait, puis là, elle tombe dans mon manger. J'ai dit, calice! Eux autres, ils arrêtaient de parler, puis ils se retournent vers moi, tu sais. Et là, le gars qui fondait du Canada, du Québec, là, pour être sur le comité de sélection, pas plus de classe que ça. Non, mais c'est moins pire là-bas qu'ici, d'avoir du calice d'une certaine façon, parce que là-bas, eux autres trouvent ça... Ils se demandent ouais, non, mais ils trouvent ça... Juste pour te dire, si ça peut te rassurer, la dernière fois que j'ai été invité en France, j'ai perdu mes souliers, fait que... Non, il était arrivé à sa conférence en retard, pas de souliers d'un pied, en chaussettes. Il était conférencier. C'est dur à dire que l'avion, t'avais juste ça dans ta valise. C'est ça, j'ai perdu juste mes souliers. Non, c'est parce que j'étais un petit peu en état d'ébriété la veille. Puis là, je donnais ma conférence. Le soir, on sortait, on allait dans les blues bars. On a fermé, on a fait des rooftop bars à Kansas City. Puis le lendemain matin, l'avion partait assez de bonne heure, je ne me rappelle plus. On s'est couché à 4 heures. Moi, j'étais fini, là. Puis là, le cadran, ça, j'avais demandé que l'hôtel m'appelle, tout ça. J'entendais rien. Puis à un moment donné, pow, dans la porte, je me réveille. Là, j'ouvre. Tout le monde est parti en route vers l'aéroport. Il y a une limousine pour toi en bas, parce que je me disais que... Là, elle dit, je te donne 5 minutes, puis on s'en va à l'aéroport. Je suis comme... OK. Pourquoi vous m'avez sorti d'un blues bar? Elle dit. Puis je me rappelle pas si on avait fêté, mais j'étais celui qui avait peut-être abusé. Puis là, j'arrive à l'aéroport, tout le monde était à la gate. Moi, j'arrive.
Je présentais à 8 heures. Là, je me vois le mec. Je dis bonjour à tout le monde. Je suis désolé pour ma voix, j'ai attrapé un virus. Là, il y a du monde qui se marrait parce qu'il était là à 4 heures du matin quand je dansais encore. Yeah! Tu présentes pas une vidéo? Oh, je connais! Qui c'est? Ah, c'est des erreurs de jeunesse de quand j'avais 40 ans. Là. Oui, c'est ça. Ok, la même jeunesse que moi, là, c'est ça. Le penne arrabbiata aussi. Ah, mais ça, on va en parler du penne arrabbiata. Ouais, c'est ça. Le penne arrabbiata. Ouais, ça. Penne arrabbiata, c'est quoi? Assoyons-nous, Mike-on-nous pour compter ça. Parce qu'il dit probablement qu'on est en studio. Ah, t'as posté une story? Ah, ben c'est ça. Avec une petite histoire de vaseline. Aucun sticker. Ah, quand on parle de vaseline? Ah, t'as marre. Avec qui vous parlez de vaseline? Ben... pas quand je dis que mon père a un pot de vaseline que... La story, de l'autre côté. Hey, mais ça, La bouteille d'eau? Ouais, c'est correct. on les garde, c'est hein? C'est pour ça. Les stories, ils s'enlèvent après 24 heures, mais nous, on les garde. Ah, oups. Il me semble que oui. Ah. Parce que ça, c'est majeur, là, de cette bout-là. Ouais, mais d'ailleurs, on s'est dit qu'à un moment donné, on ferait un party avec tous vos invités, puis vous autres, puis mettre juste les papers. Là, je bois du café puis de l'eau, mais... Ça, c'est pas bon? Ben, je sais pas. Si vous faites ça... Il faut que j'aille Je l'ai bougé, qu'est-ce qu'on désolé. fait. Je l'ai accroché, en fait. Avec vos invités. Que quoi? Chaque toast, Ah oui? mais un après l'autre. Ah oui. Les toasts? Santé, Mettons, pis tu tout. sais, mettons 20 épisodes, tu mets 20 toasts que vous avez fait. Ah, ils sont tous de la merde. On ne sait jamais quoi dire quand on... C'est ça qui est drôle. C'est ça. tout le temps la même affaire. C'est fatigant. on... Même si la bière est différente, il la décrit tout le temps de la même manière. Hey, t'as pas acidulé les glandes salivaires? Moi, je dis toujours acidulé. C'est vrai que Salivaire. si quelque chose n'est pas Parce acidulé... qu'on n'a aucun Vocabulaire pour décrire la de bière. dégustation. Oui, genre, c'est ce que vous disiez avec Daniel. Mais depuis ce temps-là, vous n'avez pas? Non, toujours Non. pas. Hey, moi, j'ai pas pris beaucoup de notes. Hein. Moi, je vais à de libre aujourd'hui. Là. Ben là, parce que vous étiez préparé. Moi, j'ai rien préparé. Je connais. Ben, toi, Je suis pas supposé. Eric est mieux préparé que moi, mais moi, j'ai. C'est-à-dire que c'est pas vrai. Qu'est-ce qui te permet d'affirmer ça? Quand t'es prêt, Dan. Fait que là, on va. C'est une question ou... Ouais. non, pas. C'est une question quand t'es prêt. On s'habitue au micro qui est proche de même? Ouais, c'est intimidant. Je Hein, vais mais- dire qu'il va me sauter dessus. Ouais. C'est-tu ton premier podcast, ta vie? Ouais, oui. Tantôt, c'était tellement drôle parce que pendant que l'invité était là, le micro, tranquillement, il faisait ça de même. Ah, il est tombé. C'est pas que c'est passé Celui-là, avec, là. hein? Ah ouais? Je sais Il y pas. a... Il a débandé. Il a débandé un peu de Émile, façon... Ben là, je peux vous aider avec votre vocabulaire. Non, mais je m'en allais dire débandé, mais c'était plus qu'il a déroulé. parce qu'elle vers- allait dire, je peux vous aider avec votre bandage, là, mais... Émile, excuse, je connais pas, mais est-ce que le son dans ton casque est bon? Oui. Est-ce que t'en veux plus, moins? C'est le même prix? Non, moi, je suis correct. Ouais, OK. Est-ce qu'il est confortable, le casque? Tu veux le... Ah oui, c'est vrai. Oui, je pense que oui. Ouais, OK. J'essaie de... Parce qu'à 1h30, il ne faut pas être obligé de jouer avec. Là. Ouais. Tu veux pas que Si tu veux le serrer, Émile, là, chef, C'est ça que tu ça peux le arrive. monter de même sur les côtés. là. Ouais. Ah, Comme je peux ça. y aller. Ah non, c'est bon. Ah, OK. Parce que j'en ai un, moi, mais mon casque... Ah oui, ça, c'est... Le tien, ah, c'est là, le je suis- tien, ah, c'est de la là. qualité, c'est ça? Le tien, Non, c'est pas de la qualité. Le mien, il bouge facilement, mais celui-là, il bouge, mais il bouge plus après. Le tien, il est bien fait, c'est ça? C'est pas de la marde comme ceux-là, c'est ça que tu veux dire? C'est ça. Dan c'est un boxeur, il est pas grand, mais... En fait, non, c'est un art martiaux mix. T'es un MMA? Ben oui. J'ai pas vu tes oreilles en chou-fleur. On n'a plus le droit. C'est quoi que vous êtes en train d'inventer, là? On va partir ça avec... Tu vas voir quand tu vas être sur le dos puis il va te faire une prise arrière, là, tu vas la trouver moins drôle. J'ai entendu parler. En tout cas, oui, on y va. OK, je vais voir ça, OK? On attend. Bien. Qui voilà, qui voici.
Tu me permettras pour la première fois de ne pas te saluer en premier parce que c'est la première fois que j'ai un médaillé de Saint-Éloi en ma compagnie. Nous avons la plus haute distinction de notre ordre professionnel assis devant nous. Exactement, le docteur Émile Junior Bouchard. Et oui, le Et roc de vivant, en Gibraltar. Le roc de Gibraltar des vétérinaires praticiens du Québec. Le roc. Capitaine des gens qui font de la médecine préventive de troupeaux. Capitaine On peut dire ça? Capitaine Buyatry. Capitaine Buyatry. Bonjour, Émile. Bonjour. Bonjour à vous deux. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est vraiment un plaisir de t'avoir avec nous. C'est un honneur, même. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. On se connaît bien. Mais moi, je m'ennuyais de voir ta bouille sympathique. Bon. Puis pour vrai, Émile, je suis tellement content que tu sois là. Puis que tu aies gagné une médaille ou que tu aies reçu la médaille de Saint-Éloi n'a aucun lien avec le fait qu'on t'a invité. Ben non. Dans le sens De où... toute façon, j'aurais le goût de dire c'est une parmi tant d'autres. Là. Cette année, ça a été une grosse c'est année une déferlante. de prix reconnaissants. 2 prix. Ouais? Oui, il me semble. Oui, l'autre, c'est la BVP, si je... Non, c'est le Attends, j'ai noté. T'as pas pris des notes, Eric? Oui. Même Émile, La BVP, même Émile n'est pas sûr. C'est le prix parce qu'en anglais, commémoratif. français, je me mélange. Le prix commémoratif Brian McNaughton. C'est ça, C'est exactement. ça. McNaughton. En reconnaissance pour ton importante contribution en médecine bovine au Canada. Ouais. La médaille de Saint-Éloi. Ouais. Et puis attends, il me semble qu'il y en avait un autre, non? Non, c'est parce qu'il y en a... Président sortant de... Oui, président sortant de Ah oui. Congrès mondial de mondial de Buyatry. Buyatry. C'est ça. Ouais. Oui, de l'Association mondiale. Oui, Puis de pourquoi Saint-Éloi? Qui était Saint-Éloi, Émile? Oh, là, c'est le bon Saint-Éloi qui avait dit au roi d'Agobert qu'il Oui. avait mis sa culotte à l'envers. Dagobert C'est ce Ier. que j'ai retenu. Non, mais Saint-Éloi, parce Mais que... donc, c'est-tu le même Saint-Éloi? Oui, c'est le Ben, même il y en a Saint-Éloi. pas deux, là. C'est le Écoute. même. Je vous confirme, je suis allé chercher. J'ai fait mes recherches. C'est Éloi de Noyant, qui était d'ailleurs qui est le saint patron de plein d'affaires, mais tout ce qui a rapport avec l'orfèvrerie, la métallurgie, tout ça. Puis en fait, le saint patron des vétérinaires aussi, mais des maréchals ferrants, puis des charretiers, puis ouais, donc, fait qu'on peut se sacrer comme des charretiers aujourd'hui parce que Saint-Éloi était le saint patron. Oui. Le premier vétérinaire, c'était un maréchal ferrant qui s'était converti Qui par avait- l'école vétérinaire de Lyon, qui Ouais. était démarré. Donc, c'est de là que ça vient, je crois, la médaille de... En fait, Saint-Éloi, qui Mais est le attends, saint mais donc- patron. Bourgelat, c'est un maréchal ferrant. oui. Ah oui. Ben, à l'époque, avant que la médecine vétérinaire existe officiellement, c'était des maréchals ferrants qui réparaient les chevaux. Ouais. Comme maintenant, Avant les mécaniciens grandes qui- écoles. Puis, ouais. Qui ont Les- d'ailleurs été instaurés à l'époque napoléonienne pour ouais, traiter les chevaux. les hippiatres. Hippiatre, buyatre, tu vois, Oui, les oui, gens de c'est- la difficulté avec le mot buyatrie. Ben, C'est pas pas moi. un mot. Ma conjointe, son nom de famille, c'est Bua. On dirait quasiment Ah. que vous avez parti d'une association internationale pour elle. Bon. La buatrie. Mais la buatrie, c'est vrai c'est la spécialité de la médecine bovine, finalement. C'est ça? Oui, c'est ça. Puis tu es président sortant donc, de cette association. Mais comme ça, c'est tout récent, puis que tu as un long passé, ben, on va le faire chronologiquement, Oui, Eric. ben, Est-ce que- c'est vraiment notre spécialité de le faire en général de façon De succincte façon complètement et erratique. chronologique. Je me rappelle plus des choses qui sont passées il y a longtemps. suite à tes nombreux traumas crâniens. Mais est-ce que, Éric, tu avais une petite intro à faire qui parlait pas d'Émile ou qui parlait d'Émile ou Je peux tu veux m'en partir aller. tout de suite? Non. On peut le faire tout de suite. On part, puis on y va. Ben, c'est comme Go. tu veux. Moi, j'ai Non, c'est bon. j'ai une bio. OK. T'as une bio. Ouais. Ah, moi, je te laisse aller. Mais si toi, tu avais d'autres choses à dire, Ben, je suis fort aise de t'écouter sur ce sujet. Non, juste parce qu'on est au début de l'épisode puis on a fait le faux pas de commencer tard Tout de avec suite, on fera pas va l'erreur, tout de suite ouais. parce qu'on tu sais, il est 5 heures quelque part puis on a la petite habitude d'ouvrir une petite bière de microbrasserie québécoise. Puis là, j'ai choisi, par pur hasard, mais vraiment pas, une bière qui a comme un chandail qui ressemble à un jersey des Canadiens de Montréal. On se demande pourquoi. Qui s'appelle Partisan et que je connais pas. Puis moi, j'ai décidé que pour l'inviter cette fois-ci, il y aurait un genre de mug trophée. Et c'est le trophée Molson, parce que tu vas être notre étoile du Oui, de étoile ce du match. podcast, en tout Étoile cas, de ce match. de Fait que tu vas- l'épisode. Non, mais ça, j'ai acheté ça tu sais, de seconde ou de troisième main. Dans la Probablement bouche. 3, 4e main, oui. Alors, Dan, s'il te plaît, on va ouvrir tout de suite notre petite bière. Puis Eric, je te laisse commencer la bio pendant que... Donc, promo 1981. Oui. On est donc diplômé de faculté de médecine vétérinaire à Saint-Hyacinthe. Après ça, IPSAV, donc un internat
dans les bovins, Ouais. à Saint-Hyacinthe aussi. Mhm. Puis après ça, maîtrise. Non. Oh! Non, il a Non. travaillé. J'ai travaillé avant 2 à ans Saint-Hyacinthe. à la clinique ambulatoire. À l'ambule. En ambulatoire, oui. Ouais. Avant qu'il l'envoie. Avant qu'on décide. Oui, c'est ça. Avant qu'on m'envoie étudier. Merci. peut-être. Fait que ça, c'était les époques. Là, qui était à l'ambule à ce moment-là? Denis Harvey devait être allé à l'ambule. Denis Harvey, oui, on a commencé en même temps, en fait. La même année, en 82, parce que l'internat, c'était une année. Puis, il y avait André Cécile, Yves Larouche, Denis Harvey et moi. Et ça, c'est pour ceux qui ne les connaissent pas, tous des médecins vétérinaires qui ont enseigné longtemps. L'ambulatoire bovine, qui allaient sur la route soigner des troupeaux, tout ça. Oui, on était 4 à l'époque. Là, tu étais plus dans dans le curatif à ce moment-là. Oui, après l'épissave... le préventif n'existait pas dans ce temps-là. Ben, c'est ça n'existait pas. On ne prévenait pas les maladies dans ce temps-là, on les laissait aller. Mais non, il y avait le docteur Larouche qui faisait des suivis de troupeaux quand même avec... mais c'était pas informatisé comme maintenant. Puis moi, avec l'IPSAV, on m'avait délégué pour m'occuper beaucoup des fluidothérapies intraveineuses. Avec Denis et moi, on avait développé l'utilisation des fluidothérapies intraveineuses. On avait des gros sacs. Les espèces de grosses... qu'on achetait chez Canadian Tire. Parce qu'on a le droit de publicité, mais c'était des grosses cruches de 20 litres de camping. Puis on avait adapté des intraveineux. Puis les recettes, j'avais développé quelques recettes. Denis m'avait fait confiance pour des recettes pour la mamite, dépendamment de ce que la vache avait. Puis on avait, avec des mesures, on apprenait aux étudiants, en fait, on voulait que les étudiants se débrouillent d'eux-mêmes, apprennent à mesurer, puis qu'ils puissent adapter quand ils seraient en pratique. Donc, on avait développé beaucoup les fluidothérapies. Puis je faisais aussi beaucoup de chirurgie, parce que je revenais d'un internat où on faisait... beaucoup de chirurgie de caillette à l'époque, des césariennes, un peu de tout. Puis maintenant, on faisait à la ferme. Les hernies ombilicales aussi, tout ce qui était chirurgie chez le veau, la vache. Je me souviens d'avoir déjà fait 4 caillettes dans une journée, 2 dans le même troupeau. Il y avait de la place pour la prévention, je dois dire. Mais juste pour prévenir l'abus de langage qui serait de dire qu'on va... en tout cas, je vais mentionner rapidement que j'ai choisi quand même une bière avec le logo un chandail des Canadiens. Oui. Parce qu'on va reculer un petit peu dans ta bio de quelques années, dans 2 secondes, mais c'est une Pilsner allemande de la brasserie 5e Baron qui est à Aylmer au Québec. Donc, on va goûter ça. On va lever notre verre à toi, Émile. Elle sent le pils. Elle sent le pils. Santé à tous, à tous nos auditeurs et auditrices aussi. Merci d'être là. Merci d'être là. Ben oui, c'est rare qu'on boit de la bière à 8 h le matin. Bon, pour les besoins de la cause, il n'est pas à 8 h du matin, on est un petit peu, mais... Non, il est l'heure de boire de la bière. On est samedi en plus. Douce amertume. Oui, moi, quand je dis qu'on recule un peu, je veux qu'on parle de tout ça, puis Émile est ici, évidemment, sur un podcast vétérinaire pour parler de médecine vétérinaire, mais on n'a pas le choix. Là. J'ai mis mon chandail. Toi, tu veux parler de ça après? Ben oui, non, mais écoute, il n'y a pas de règles, là, tu peux en parler tout de suite. C'est parce que quand on fait une bio, on part de quand il est né, d'habitude, puis je sais pas si ça te dérange de reculer, Émile. Je m'en rappelle pas vraiment. Est-ce que c'est parce que ta mère s'en souvient plus que toi? Parce que moi, je me mets dans la position là, de l'étudiant de 22 ans en médecine vétérinaire qui écoute ça, puis il se dit pourquoi ils l'ont invité, puis là, si tu dis c'est le fils d'un célèbre hockeyeur. Non, ben c'est là, pas ça que j'aurais dit de toute façon. J'aurais dit c'est le célèbre fils d'un hockeyeur. Mais premièrement, puis parce que eux autres, ils l'ont pas vu comme nous autres jouer le mercredi dans la ligue de la fac. C'était le mercredi? Ben, il me semble que c'était le mercredi soir, en tout cas dans mon temps. C'était un soir de semaine. Je me souviens, dans le temps que son sciatique lui faisait moins mal que maintenant, en tout cas. Quand il arrivait comme le train de 5 heures. Mais non, en fait, on peut, c'est correct, on peut continuer avec c'est parce que je pense que pour y aller chronologiquement, puis moi, je vais me permettre de faire cet accro, Éric, là. T'es né il y a quelques années, puis ton père était quand même ton homonyme, mais sans le junior. Puis c'est pas qu'il n'avait pas fait de hockey junior, c'est que c'était un joueur de hockey qui s'appelait Émile Bouchard, dont le surnom était Butch. Et numéro 3 du Canadien, dont le chandail est au plafond du Centre Bell. Donc, même pour les jeunes qui ne savent pas c'était qui Émile Bouchard, qui aillent voir. De toute façon, on va le mentionner parce que... Payez-vous un billet de hockey. Payez-vous un billet de hockey. Allez voir le jersey. Puis il y a une biographie qui est sortie récemment, en fait tout récemment, il y a un mois et demi, par Pat Laprade, qui a écrit avant ça des biographies de Mad Dog Vachon, puis de lutteurs, puis qui animait la lutte à la télé, et qui a collaboré avec vous, avec la famille, avec ton frère Jean, beaucoup, avec Ron Fournier, là, qui avait fait la croisade pour que
le chandail de ton Soit père, le numéro de retiré. ton père, en fait, soit retiré, puis avec justesse, parce que ton père était quand même un des grands, puis pas juste par le fait qu'il mesurait 6 pieds 2, mais un des grands défenseurs de l'histoire du Canadien, puis a été le capitaine aussi de Maurice Richard, que tout le monde connaît Maurice Richard, mais Butch Bouchard était un peu plus dans l'ombre, mais moi, je l'ai lu de couvert à couvert, puis j'ai trouvé ça très intéressant. Puis j'invite tout le monde à aller se procurer ce livre-là. Puis moi, Ton nombre d'annotations me donne des frissons. Non, mais parce qu'au début, je me suis dit, OK, je pourrais parler de ça. Mais là, je pourrais pas parler de tout ça de toute façon. Mais à part le fait que j'habite à Pointe-Saint-Charles maintenant, puis l'auditorium de Verdun où ton père a joué quand il était jeune, je passe devant quasi quotidiennement. À part aussi du fait qu'à côté de chez nous, à 100 mètres de chez nous, il y a la rue Dickervin, la rue qui est une petite rue de rien, là, qui était le coach de ton père, tout ça, dans les années 40. Puis à part aussi le fait que ton père a habité sur la rue Rachel pendant un bout de temps à Montréal quand il était jeune. Puis Rachel, ben, c'est ma triple arrière-grand-mère. Puis ton père a aussi été président des Royaux de Montréal. Oui. Dans le temps que Tommy Lasorda était lanceur. À quel stade jouaient les Royaux de Montréal? Le stade de Lorimier. Au coin de Lorimier et Ontario. De Lorimier. Ben, on oublie que tu t'appelles de Lorimier. Ah oui, on oublie bien des choses. Mais on l'oublie pas tant que ça, je te rassure. Mais je vous invite à le lire. Donc, Émile Bouche-Bouchard, Le Roc de Gibraltar, qui était ton papa, et on le salue d'ici bas. Une des grandes gloires de la Sainte-Flanelle. Une des grandes gloires. Puis ton frère aussi a joué pour le Canadien, Pierre, dans les années 70. Mais donc, toi, tu es le cadet des quatre enfants. Le cadet, c'est quoi? Le ça? plus jeune? Oui. C'est celui qui transporte les bâtons. Ah non, ça, c'est le cadet. Saint-Éloi, Cadet Roussel. Je me trompe toujours dans... le deuxième, c'est quoi? C'est le majeur? Il y a l'aîné, le puîné. L'index. Mais... oui, je suis le cadet. Mais le cadet des garçons, hein, parce qu'il y a une fille après. Oui, c'est ça. Il y a ma sœur Suzanne. Oui, on est 5 enfants. Mon père avait déjà dit... Une fille. 4 gars, une fille. Mon père avait déjà été interviewé par puis là, parce que je cherche son nom, l'ancienne ministre qui est de l'assurance automobile, madame... qui avait son émission. Oh, vous êtes Lise Payette. Lise Payette, oui. Puis Lise Payette, qui était quand même assez féministe. Puis elle avait son émission. Interviewé avec ma mère, puis elle avait dit, elle avait demandé combien vous avez d'enfants. Puis elle dit, j'ai 4 enfants et une fille. En 2022, il a répondu ça à Lise Payette. Oui, mais lui, il s'attendait à combien vous avez, je sais pas, de garçons. Puis j'ai 4 enfants et une fille, mais elle n'avait pas... Elle n'avait pas relevé. Elle n'avait pas frappé sur le clou. Non, c'était drôle parce que ma mère avait dit... mais d'ailleurs, tu es né quelques semaines seulement après que ton père ait accroché ses patins puis qu'il a gagné sa 4e et dernière Coupe Stanley. Oui. En 56. En 56. Donc, là, révéler mon âge. On peut dire, oui, on peut révéler ton âge. Mais tu les fais pas du tout, d'ailleurs. Tu as encore les abdos durs comme de la roche. Ouais, c'est quoi votre lien d'abdos durs? C'est une drôle d'histoire. Ben non, mais là... Il n'y a aucun lien, en fait. C'est qu'à un moment donné, j'avais Émile... Il arrive, tu lui touches le ventre, puis tu lui montres que toi aussi, tu as le ventre dur grâce à ses conseils. Il se déshabille devant moi. Oui, ça sonne un peu bizarre du même. Mais c'est que Émile, après que j'ai gradué en 96, puis moi, il y a beaucoup d'anecdotes qui viennent des années 92-96 qu'on n'est pas obligé de tout raconter. Parce que on a qu'on a oublié. Ça, j'imagine que c'était dans le vieux café qui était tellement hot. Oui, dans le vieux. Non, c'était dans le nouveau café, puis chez eux aussi, quand ils habitaient dans la maison la grosse maison sur... Giroir. Avant que vous soyez dans celle qui a servi à un clip vidéo récemment pour une toune. Attends, oui, j'ai vu. C'était laquelle sur Giroir, celle qui avait le Au coin de Després, là. C'était en briques. Une belle maison. C'était l'ancienne maison d'L.P. Gaucher. Ah oui? Oui, qui a donné son nom à l'Arena. À l'Arena? Oui. Le monde est L.P. restait en haut, son frère restait en bas. Où ton père a aussi joué, L.P. Gaucher. Oui. Mais attends, mais le camp d'entraînement était à Saint-Hyacinthe. T'as pas déjà eu Pascal Aubry comme colocataire? Pas comme locataire, oui, pas comme colocataire. Il y en a eu plein de vétérinaires qui sont passés où je restais, mais en haut aussi, parce qu'il y avait deux logements en haut. C'est juste parce que tu as écrit un papier avec elle, mais tu vois, je me rappelais pas ce lien, je me rappelais pas de ça. Mais les abdos, là, c'est que il n'y a pas si longtemps que ça, il y a peut-être, je sais pas, 10-12 ans, là, j'avais vu Émile à Saint-Hyacinthe, puis là, je sais pas quoi, j'avais poké le ventre, j'avais touché le ventre, puis là, je suis normal, on rencontre des gens, on leur poke le ventre. On va dire. Puis là, j'étais comme, voyons, non, c'était encore pour ton âge, ça, puis je la niaisais, puis là, il dit, ben moi, c'est
parce qu'à chaque fois que je suis debout et que je marche, je force des abdos juste pour être... C'est comme mon exercice un peu de la journée. Je trouvais ça à la fois lâche et logique. Puis je me suis dit, pourquoi pas? Non, pas lâche, mais dans le sens... Moi, j'ai aller au gym. Oui, puis je me suis mis à le faire. Puis pour ça marche. Le but, c'était de forcer les abdos sans que ça paraisse, tu sais. Puis des fois, je marchais dans le corridor à job, puis là, les gens, ça va? Ouais, ça va, toi. Puis je me suis rendu compte que ça avait vraiment un impact. Dire que toutes ces années-là, je pensais que tu avais envie de chier, mais en fait, tu faisais juste durcir les abdos. Il joignait l'utile à l'agréable. C'est vraiment joindre, exactement. Puis non, pour vrai, à chaque fois que je force des abdos, je pense à Émile. Donc, incluant quand je vais au petit coin. Mais... Tu penses à moi, quoi? 2 fois par jour? Au moins 2 fois par jour. Quand tout va bien. Quand je prends assez de fibres. Là. Mais, donc, mais ton père, pour revenir à lui, on ne parlera pas juste de lui, c'est de toi dont il s'agit, mais il y avait la fibre entrepreneuriale. Il a été apiculteur. Attends, les abdos, j'avais quelque chose à dire sur les abdos parce que c'est important ce que tu viens de dire sur les abdos. Ça me paraît très important, effectivement. Essentiel. C'est que j'avais eu mal dans le dos, dans le bas du dos, puis on m'avait dit qu'il fallait que je serre, puis tu le feras. Il y a des abdos, tu sais, les abdos, évidemment, on est habitué comme ça, mais il y a ceux qui ramènent les os du bassin. Là. Ouais. Puis il y a une façon, il faut se concentrer. Au début, on ne l'a pas parce qu'on a tendance à serrer les abdos. Mais les femmes enceintes, ils l'ont plus que nous. Ramener. Puis je le fais, puis souvent, quand... Puis ça, je disais, j'étais allé au congrès de la MVPQ quand j'ai reçu le prix Brian McNaughton. Dont là, tu te rappelles du nom présentement, actuellement. De quoi? Parce que tout à l'heure. Brian McNaughton, non, je m'en rappelle. Puis là, je discutais avec les jeunes parce qu'il y avait eu une conférence sur les maux de dos et puis toutes les maladies que les vétérinaires peuvent avoir. Puis la dame qui était là, elle disait, il faut, quand vous avez l'occasion, puis je leur disais, moi, quand je suis dans mon lit et j'ai rien à faire... le matin, je t'amuse la lumière, puis... oui, je mets de la musique. Mais ça, c'était pas au podium que tu as dit ça quand même. Non, mais arrêtez, là. On va rester dans... On n'ira pas à l'âne tout de suite. Puis, je disais que je le faisais en lisant ma presse plus, qu'importe. Puis... C'est ta presse vraiment plus. Oui. Puis, je le fais, puis c'est vrai que c'est bon. Puis, la dame disait que oubliez ça, tous vos exercices de faire des redressements. Et tu fais juste ça, c'est de l'isométrie, en fait. Vous connaissez le terme, là, des exercices isométriques. Je l'utilise fréquemment. Puis il faut le faire, puis c'est ça qu'il faut faire. Puis elle dit, elle avait recommandé ça à un gars de l'armée, je sais pas quoi. Puis il avait dit, tu sais, tes exercices de je sais pas quoi, pour lui, c'était pas des vrais exercices, mais il dit, ça marche. Puis là, c'était en fait, les vétérinaires, c'était le sujet du jour, faire des contractions isométriques. Mais constamment. Mais moi, là, pas constamment. Non, mais dans la vie de tout... mais régulièrement, dans des activités qui n'en demandemanderaient pas. Oui, quand tu t'endors pas le soir, puis tu dis ça. Mais moi, je vous écoute, là, puis il me semble que vous devriez faire des petites capsules à deux tu sais, en petit léotard, là, puis oui, mais c'est pas très photogénique. Non, c'est vrai. T'as pas besoin de miroir, mettons. Tu fais juste... Mais pour vrai... Parce que aussi, dans la quarantaine, à un moment donné, j'ai eu une douleur qui était un genre de sacro-iliite, puis on penserait pas qu'il y a une articulation là. Puis j'avais vu Émile... Jusqu'à temps qu'elle fasse mal. Puis j'avais vu Émile, alors que j'avais une douleur constante de sacro-iliite. Puis Émile, on barre aussi, hein? Tu barrais aussi. Oui, je barrais carrément. Puis toi, t'as quoi? T'as à peine 13 ans de plus que moi. Ouais. Puis tu les parais pas, d'ailleurs. Mais puis là, je t'avais raconté ça dans un congrès, probablement. Puis là, tu me dis, ah oui, moi aussi, j'ai eu ça. T'as quel âge? Ah, 40. Ouais, ça dure 2-3 ans, puis ça s'en va tout seul. J'étais comme, ouais, il m'avait dit ça. Puis j'étais comme, ouais, c'est quoi cette fiente de taureau, là? Cette fiente de taureau. C'est une bovine. J'étais allé voir des chiro, tout ça, puis rien n'y faisait. J'avais mal. Puis à un moment donné, c'est parti tout seul. Puis je dis, bon, mais il avait raison. 2-3 ans après. Puis depuis ce temps-là, tu m'as pas appelé, tu me l'as dit. Non, j'étais pas là. Sauf que j'ai partagé cette information-là à d'autres. J'ai une douleur. Ça, c'est une sacro-iliite. Ça va durer 2-3 ans. Là, la fameuse sacro-iliite. Le syndrome Bouchard. Téléphone arabe c'est ça. Fais des abdos isométriques, puis ça va se passer. Donc, t'es né peu de temps après. Ton père, moi, ce que je trouve fascinant, c'est qu'il avait l'esprit entrepreneurial. Il était apiculteur. Il y avait des ruches qu'il avait achetées même avant de jouer pour les Canadiens. Éventuellement... qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Il a ouvert son restaurant chez Butch Bouchard. Ou mon père, parce que j'ai parlé à mon père la semaine dernière, je dis,
on va interviewer Émile Bouchard, le fils de Bush. Puis mon père, il dit, ah oui, j'étais déjà allé à son restaurant. Fait que Attends, mais qui était où, le resto? Il était sur de Montigny. Oui, ça s'appelait à l'époque de Maisonneuve. de Montigny, mais ça s'appelait de Montigny, comme le métro Berry de Montigny, mais la rue de Montigny a été renommée Maisonneuve. Je ne sais pas ce que de Montigny a fait de mal, mais on lui a enlevé sa rue. On l'a cancel. Puis, probablement qu'il faisait pas bien ses abdos. Là, wow. Puis là, c'était derrière Dupuis et Frères, le magasin Dupuis. Ouais, ceux c'est qui connaissent, mais oui, c'était le Hilton des Québécois, des francophones, je pense, dans l'est de la ville. Ouais. Donc, c'était juste derrière. Donc, ton père qui avait l'esprit entrepreneurial, qui avait son restaurant, tout ça, où mon père est déjà allé manger, il ne se souvient pas ce qu'il avait mangé, mais apparemment que c'était bon. Mais je disais ça parce que tu as joué au hockey aussi quand tu étais jeune. Pas au niveau peut-être, ou en tout cas, tu t'es pas rendu aussi loin que ton père et ton frère, c'est-à-dire les Canadiens de Montréal. C'est quand même un niveau assez élevé. Oui, on peut le dire. C'est pas les Maple Leafs. Mais ton frère a joué pour les Canadiens, tout ça a été dans les grandes années des années 70 aussi, tout ça. Puis t'as joué quand même, mais t'as joué où? T'as joué au Collège Laval, où je suis allé aussi. Parce que je suis allé au Collège. Externe? Moi, j'étais externe. Toi, t'étais interne. Oui, parce que j'ai lu dans le livre... Attends, mais t'es allé au Collège Laval, mais vous habitiez dans quel coin? Longueuil. Hey! Ouais. Mais le Collège Laval, un pensionnat. Là, moi, c'était pour la rigidité. Je me joins à tous les Autochtones du pays parce qu'on était... T'as eu les moments difficiles? On sortait les fins de semaine. On sortait les mais fins c'est de vrai semaine. Que c'était les frères maristes du Collège Laval. Je suis allé, moi, je les voyais juste en... Mais il y avait, par exemple, sans faire de blague, il y avait encore, à l'époque, des petits sévices, pas des gros sévices corporels, mais je me souviens de... Mais ça, c'était à l'époque où c'était... Toi, t'es allé, c'était encore non-mix. Moi, j'étais externe, c'était juste des gars. C'était pas laïque. Encore, ouais. C'est devenu mixte. 13 ans de différence avec moi. Ouais. Moi, c'était encore... C'est drôle parce que Jacques Dupuis aussi, t'es allé au Collège Laval. Jacques Dupuis aussi. Guy Beauregard. Guy Beauregard aussi, qu'on salue. Ah oui, je ne savais pas, ils n'en ont pas parlé. Il y en a d'autres aussi dont tu viens de mentionner des gars qui ont aussi enseigné à Saint-Hyacinthe, comme toi, puis qui ont joué dans l'équipe de hockey dans mes années. Oui, ça, c'est nos années. Là. Moi, je suis 92-96. On avait une équipe de feu de gars. Moi, je ne jouais pas au hockey, mais j'allais vous voir jouer. Puis c'est là qu'ils nous amènent à ta maison sur Giroir aussi. Là, mais on battait le cégep de Saint-Hyacinthe qui, aujourd'hui, pour ne pas être intemporel, en novembre 2022, est dans les nouvelles pour les mauvaises raisons. Là, on ne sait pas trop ce qui est arrivé dans l'initiation de l'équipe de hockey, mais c'est dans les nouvelles aujourd'hui du cégep de Saint-Hyacinthe. Ah oui? Aujourd'hui, là, tu sais, vous... Ah non, je suis dans le comité de la fondation du cégep. Pas vrai? Mais l'équipe de hockey masculine du cégep de Saint-Hyacinthe est dans les nouvelles pour les mauvaises raisons. On ne sait pas trop ce qui s'est passé à l'initiation, mais tout ça pour dire que... Tant que vous n'avez pas de fonds cachés, c'est ça. T'es correct, c'est ça. Mais on jouait contre eux, on jouait contre les gars de l'ITA, on jouait contre... des fois, c'était des amis, mettons, des frères de gars de notre promo. Mais vous aviez une équipe de feu. Il y avait toi à la défense, qui était un peu comme ton père, grand, difficile à contourner. Jacques Dupuis. Mais tu sais, Louis-Philippe, je ne veux pas t'interrompre, mais je ne sais pas si tu connais Norbert Bonneau. Je ne sais pas si je connais Norbert, mais... mais quand je rencontre Norbert, à toutes les fois, il me dit « Moi, Émile, j'allais te voir jouer. » Puis on t'entendait, là, scrunch sur la glace, mes coups de patin. J'avais des bonnes jambes, puis je pesais fort. Puis je dis, tu sais, Norbert, des fois, on ne jouait pas contact, mais quand il y avait un joueur d'avant qui était en avant de moi, je faisais scrunch, puis là, il paniquait un peu, puis il perdait la rondelle. Il dit, quand tu peux pas... Mais on avait toute une équipe. Mais est-ce que Norbert jouait au hockey? Non, il venait nous voir jouer, mais on a déjà joué avec les professeurs. Je me souviens de Michel Olivieri, Michel Morin qui gardait les buts. Attends. Michel Morin était gardien de but. Qui était pathologiste, qui était maintenant à la retraite. Le père de Gavan, qu'on salue. Ouais. Puis Michel Olivieri, qui est décédé il y a quelques années, qui était chirurgien dans les petits animaux, qui a travaillé à la faculté aussi avant. J'étais déjà allé des voyages à New York avec Michel Olivieri. Ouais. Ça devait être de tout repos. Michel nous a donné du fil à retordre. Il y a encore des cicatrices au foie. Même à sa blonde qui nous accompagnait. Mais on avait une équipe dans ce temps-là quand même à Saint-Hyacinthe qui était c'était rendu déjà une profession très féminine hein, des années 90 comme nos années, Eric. C'était plus que 3/4 de filles puis un quart de gars. Mais on là, avait tu vas encore me sortir que toi, ta promo... Non, je ne parlerai pas de ça aujourd'hui. C'est retournez voir les épisodes antérieurs. Mais...
Puis, parce que la semaine dernière, il y a eu un party pour l'anniversaire de naissance de Marc-André d'Anjou, qui vient d'avoir 50 ans. Joyeux anniversaire à Marc-André. Oui, Puis, et là, il y avait un ami de longue date qui est le frère d'un gars de ma promo, qui lui jouait des fois contre. Il se bâtissait une équipe, puis il venait jouer contre les gars de Medvet. Là, on parle de Dave. David Lavoie, qui est un costaud aussi, 6 pieds 3. Puis il disait, hey, vous autres, votre équipe, avec le fils à Bouchard, il y avait Jacques Dupuis, qui n'était pas très grand, mais qui avait un coup de patin. Jacques, il traversait la glace. Son centre de gravité était bas. Ouais, Jacques, c'est des cuisses. Il avait joué au junior aussi, tout ça. Fait qu'on avait vraiment une équipe un peu boostée, là. Puis c'est les belles années. Puis ces fois-là aussi, on se ramassait des fois chez vous. Puis Josée, ta conjointe qu'on salue, était à l'extérieur. Elle travaillait dans le temps pour Pfizer, elle était aux États-Unis dans un congrès. Puis là, les enfants dormaient chez Émile. On va chez Émile. Moi, il y a une scène mémorable. Il fallait que je les garde quand même. Oui. Attends, je m'occupe de mes... T'es amené après le match alors que t'avais les enfants qui dormaient à la maison. On renvoyait la gardienne à la maison. Mais les enfants, c'est important. Les enfants doivent subir ce que... Oui, c'est l'entraînement. Mais ils doivent vivre dans un vrai monde. Je comprends. Les bruits, puis, on les met pas dans une cage de verre. Je suis 100% d'accord. Pour vrai, puis ils dorment mieux des fois quand il y a du bruit en arrière-plan que quand il n'y en a pas. Tu m'enverras l'étude qui dit ça. On se pointe du doigt, là, mais quand je suis allé en Californie pendant 4 ans, ma fille, elle avait 2 mois quand on est parti. On n'avait pas de maman, grand-maman. Non. Puis ma femme et moi, Josée et moi, on l'amenait souvent à Marie dans des soirées un peu parce que... Puis elle dormait à travers le bruit. Non, elle participait. Mais puis il y a des gens qui m'ont dit, vous nous avez convaincus que c'était possible d'avoir des enfants, même si on étudiait, puis si on était... on avait encore une vie active. On l'amenait, on la sortait, puis elle n'en a pas souffert, là, très sociable. Puis, elle arrivait à dormir quand même. Là, on la faisait dormir dans le jour. Puis, c'est drôle parce qu'on parlait de Marc-André d'Anjou, puis quand il était en résidence aux États-Unis, Olivier était tout petit. Puis les Québécois, c'est toujours ça. Il dit, on arrivait à 8 h le soir, on déployait le parc, on couchait le petit, puis le temps de redescendre en bas, commencer le party, les Américains, ils partaient tous. C'était la fin de la soirée. J'ai vu ça. J'ai déjà été invité, moi, à un souper par un couple d'étudiants. Ils nous invitent à un souper. Bon, c'était bien, mais ils nous servent dans des assiettes de carton plastique. Puis là, on mange. Puis là, on se dit, bon, la soirée est jeune encore, mais elle dit, mais c'est parce que nous, on s'en va au cinéma. Mais là, bye-bye, le souper était fini. On va avoir une bouteille de vin. Ils n'ont pas la même notion de soirée. C'était pas party. Là. Mais c'est vrai qu'on arrivait chez lui après le match, par exemple, puis généralement, on avait gagné, parce qu'on avait la meilleure équipe, en tout cas, de la région dans cette ligue-là. Là. Puis on arrivait chez Émile, on disait, tu renvoyais la gardienne à la maison, puis après ça, on était 8-10 gars à manger du popcorn. Mais je me rappelle d'une fois où tu faisais du popcorn au micro-ondes, puis tu étais devant le micro-ondes, tu fixais le micro-ondes, puis j'arrive à côté, je dis, hey Émile, je voulais juste te dire que. Puis tu dis, attends, je suis en train de faire la cuisine. Tout ce que tu avais à faire, c'était mettre 1-0-0 start. Non, mais dérange-moi pas pendant que je cuisine. Faire du popcorn, c'est plus compliqué que tu penses. Oui, faut que tu comptes le nombre de grains qui arrêtent d'éclater au moment où ils arrêtent d'éclater, sinon ils brûlent. Puis sinon, il y en a plein que tu te casses les dents. Oui, exact. Donc, avoir un bon équilibre de ratio éclaté puis pas brûlé. Non, c'est une science. Au micro-ondes. Mais il y a beaucoup d'anecdotes, on va saluer. Oui, je te crois. Je me souviens de ça, mais il y avait des ailes de poulet aussi. C'était peut-être des ailes de poulet cette fois-là. Oui. Mais on saluera tous ces gars-là qui se reconnaîtront, là, Frédéric Tremblay, Sylvain Messier, Martin Rodrigue. Tremblay qui s'est endormi. Puis vous, vous, pas moi, là, mais vous les autres. On lui avait mis un petit peu de sauce tabasco dans la bouche pendant qu'il dormait sur le divan. Là. Oui, il mettait ça sur la bouche. Là. À qui ça? Frédéric Tremblay, qu'on salue, qui pratique toujours. C'était sûrement endormi de fatigue. Oui, probablement. Là. Mais après ça, il y a eu évidemment, puis c'est pour ça que je salue Josée, là, qui a été tolérante, parce qu'il y a eu plusieurs fois où on était au café, au nouveau café étudiant, puis on t'appelait pour que tu viennes nous rejoindre. Viens donc au café ce soir. C'est un party le fun, je sais pas c'était quoi, le thème où il y avait quelque chose, puis des fois, t'étais comme, mais là, les gars, on appelait des fois, puis c'était José qui répondait, puis c'est là que j'imitais Norbert en général. José, c'est Norbert, je voulais juste demander, veux-tu me passer Émile, s'il te plaît, puis elle était comme, je sais que c'est pas Norbert, c'est qui appelle? Non, c'est vraiment Norbert, puis là, un party le fun au nouveau café en 96, j'appelais ça un petit mardi, parce que c'était pas mal fréquent, là. Ouais, mais c'est arrivé comme une couple de fois que t'es venu, avec Luc Descoteaux, tout ça, qu'on a eu. Donc, je te remercie pour ça, parce que moi, c'est des souvenirs qui sont indélébiles, mais un peu débiles, mais indélébiles, nécessairement. Puis là, je vais retourner à ta bio. OK, oui. En fait, moi, ma question, là, c'est comment t'es passé, donc, d'une famille
qui était centré autour du hockey, tout ça, à la médecine vétérinaire. Les sciences. Ouais. Qu'est-ce qui t'a allumé? Comment t'as eu Tu es un le gars goût? de la ville, entre guillemets. T'es né à Longueuil, Ouais. donc pas de la campagne non plus, vraiment. Là. Non, Longueuil, en fait, du cégep Édouard Montpetit, hein, c'est Exact, sur le chemin Chambly. C'était l'externat classique, que ça s'appelait avant d'être le cégep. Ouais. Parce que les cégeps ont commencé là, En 67, 60. dans les années. Parce que un de mes frères, le deuxième, est allé à l'externat classique. Puis après ça, ça s'est transformé en cégep. Mais jeune, moi, là, c'est pas compliqué. Je m'intéressais aux chiens, tous les animaux, les couleuvres, n'importe quoi. Puis après, je mettais ça dans mon chandail, dans les couleuvres. Puis là, le monde disait, moi, qu'est-ce que t'as dans ton chandail? Puis je sortais des couleuvres. Puis là, il y en avait qui reculaient. Puis, OK. Puis n'importe quoi, des grenouilles. Tout ça m'intéressait, les animaux. Fait que les gens m'ont dit, lui, il va être vétérinaire plus tard. Tu sais, c'est vrai, ça nous marque. Les gens te disent, tu vas être vétérinaire. Puis c'est comme, j'avais pas d'autre d'option. Joueur de hockey, personne ne me dit que je pourrais jouer au hockey. T'étais-tu moins bon que tes frères ou t'étais plus jeune, de toute façon, des gars? J'étais le cadet, moi. Tu sais, avec le quatrième, mon père, il a sacrifié mon frère aîné à la cause. Puis à un moment donné, tu sais, j'avais pas plus d'encouragement qu'il fallait. Puis à l'époque, c'était pas comme maintenant. Maintenant, les jeunes, là, c'est sérieux, là, l'été, puis c'est du 3A. Puis tu sais, moi, j'ai joué Junior B, mais Junior B, c'était la ligue de formation du junior majeur à l'époque. Fait qu'il y avait le junior majeur, junior B. Puis les gens disaient, junior B, pas fort. Mais les gens payaient pour venir nous voir jouer quand même à Longueuil, là, les Sierres de Longueuil, première année. Puis j'ai eu beaucoup de plaisir. J'ai joué intercollégial. J'aimais ça, le hockey, mais c'était plus les études. J'avais plus. T'aimes encore ça. De toute façon, c'est un hobby. Puis tu joues encore dans des ligues à Saint-Hyacinthe, malgré ton sciatique. Ouais, mais ça, c'est correct, ça. Non, mais quand tu chausses encore les patins souvent? Ah, 2 fois par semaine. Ah oui? Ouais. Sauf là, j'ai reçu une rondelle là, mais c'est correct que j'attache plus mes lacets du haut, puis je suis capable de patiner. Je joue blessé, mais il faut parce que ça coûte cher. Tu sais. C'est la médecine préventive, c'est ça? Non, mais je dis aux gens, mon frère t'a payé pour jouer au hockey, mais il joue plus. Puis moi, je paye puis je joue encore. C'est vrai. Le moral de cette histoire. Ouais, mais c'est ça. C'est un jeu. Puis non, mais tu as du plaisir, ça te tient en forme. Puis tu l'as dit toi-même, qu'est-ce qui est le fun au hockey? C'est l'après. C'est l'après. Ouais, c'est l'après. Ouais. Non, c'est dans le vestiaire. Non, mais moi, je jouais même pas. J'allais à l'après. Autant les discussions qu'on a avec des gens puis de tous les milieux, on a du plaisir. Non, pour vrai, moi, je jouais pas, mais je me ramassais dans la chambre après. Puis on parlait. C'est vrai que ça partait là. Puis on se ramassait chez vous. Puis, mais je vais revenir alors, donc, parce que j'ai lu la bio, puis j'avais pris tellement de notes, mais on en reparlera une autre fois parce que c'est de toi dont il s'agit. Puis, donc, toi, tu as fait ta médecine vétérinaire, tu pensais t'en aller dans les... Parce que c'est pour ça que je recule un petit peu, Éric, mais tu pensais t'en aller dans les animaux de compagnie à ce moment-là? Ça, c'est quand j'étais jeune. C'était les chiens, les chats, les grenouilles, les couleuvres. Après ça a été les chevaux. J'ai fait de l'équitation quand même un peu... pas sérieusement, mais j'ai pris des cours. J'ai fait du saut. Puis... il y avait même une écurie qui m'avait demandé que je sois un de leurs... pas de jockey, en tout cas. Pas de jockey, mais on appelle ça un des écuyers pour monter leurs chevaux à eux dans des compétitions. OK. J'aurais peut-être dû dire oui rétrospectivement. À l'époque, je n'étais pas grand. Jusqu'à l'âge de 16 ans, j'allais au collège, là, on avait des rangs, tu te souviens? Collège Laval, oui. Oui, Collège Laval. T'étais on était 32, je pense. Puis oui, j'étais toujours dans les deux premières. Oui, il y en a qui t'as grandi plus vers la fin. T'es un late bloomer? Oui. C'est ça. T'es pubère à 16 ans, je pense. Mais j'ai grandi tard. J'ai grandi sur le tard, puis j'ai joué junior quand même. Puis là, je réalisais pas, moi, que j'étais grand, dans les grands, parce que les plus jeunes nous voyaient comme les défenseurs, comme ceux qui allaient les défendre. Mais non, j'ai grandi un peu tard. Mais j'ai fait de l'équitation beaucoup. La Sapinière, j'étais guide à la Sapinière, l'hôtel à Val-David. Puis on amenait les gens dans le bois. Puis ma cousine avait acheté un cheval, un ambleur. Puis un ambleur, vous savez que ça s'en va comme ça. Les Standardbred. Oui. Puis on avait un budget limité. C'était un de mes cousins, un cousin par alliance, là, un Français qui s'occupait de l'écurie. Puis on avait des selles, mais on n'avait pas toujours autant qu'on voulait. Fait que je montais souvent... sans selle. Sans selle. J'allais dire à poil, mais je veux dire... C'est à poil de cheval. Oui. Puis moi, je montais, puis quand ça allait un peu vite, en blanc, c'est pas toujours facile à monter. C'est dur pour le dos. Là, je serre les abdominaux. Fait que tu faisais tes petits... ton isométrique. Puis, non, mais j'ai bien aimé chevaux,
Mais la vache laitière, c'est arrivé quand Ben, dans ton... Pendant mon cours, tu sais, j'ai commencé le cours, puis je dis à mon frère, tu vas faire quoi, vétérinaire? Ben, je sais pas encore, je vais voir. Petits animaux, peut-être, les chevaux. Il dit, non. Ton frère Pierre? Pierre, oui, Ok. il avait acheté sa ferme. Il avait acheté sa ferme, il avait pris sa Ouais, retraite. Producteur laitier. Ben non, lui, il n'est pas du tout bovin. Ok. Il avait acheté des bovins. Je ne sais pas s'ils les avaient à l'époque. Mais il dit, ben non, il dit des bovins, des vaches. Je dis, ah oui, il y a des vétérinaires dans les vaches. Mais, bon, j'ai commencé à regarder ça. Puis je me suis dit, tu sais, c'est un choix de vie aussi. On se dit, comment on veut vivre après? Est-ce que je veux être dans un local? Puis le type de personnes que tu rencontres, c'est sûr que, bon, c'est deux mondes un peu différents. Puis tu travailles. Puis j'ai jamais regretté, là, parce que j'ai apprécié beaucoup travailler dans un milieu rural avec l'approche familiale, avec des gens qui... c'est différent. C'est complètement différent. Donc, durant tes années en médecine vétérinaire, tu as pensé à ça. Puis après d'être rentré, c'est là que tu te dis, je vais peut-être aller vers les bovins. Oui. Comme on a dit tout à l'heure, l'Internet, tout ça. Puis là, tu es allé en Californie. Oui, pourquoi le goût de poursuivre des études supérieures, d'aller à l'étranger se former, puis... Ben, en fait, ils m'ont dit, après 2 ans de clinique ambulatoire, parce qu'il y avait Claude Deslandes, qui était clinicien à l'époque, puis il y avait aussi Jean Barry. Mais les deux ont été obligés de quitter leur poste, puis ils ont été remplacés par Denis Harvey et moi. Mais il y avait une rotation de jeunes professeurs, parce que l'université exigeait qu'on ait des études supérieures, un peu plus pour être prof, il fallait un PhD, mais comme on était en clinique, nous, une résidence, ça peut faire résidence-maîtrise. Denis avait une maîtrise du CRRA, donc Denis a resté. Moi, le doyen de l'époque, Raymond Roy, m'a fait venir dans son bureau. Il a fait 2-3 décanats. Là. Oui. Puis si tu as de l'intérêt, je suis prêt à t'engager comme professeur, puis tu quittes pour aller étudier. Fait qu'il t'avait un peu catapulté, ben pas catapulté, mais puis Davis, à ce moment-là, tu étais un des premiers à aller faire une résidence. Oui, en fait, j'avais appliqué, c'était le matching, un programme en anglais matching, là, mais puis il fallait qu'on nomme, nous, les universités qui nous intéressaient le plus. Vos premiers choix. Oui. Puis à l'époque, il y avait Pierre Lessard, je ne sais pas si vous connaissez Pierre Lessard, non, c'est un vétérinaire qui est resté en Californie, mais qui avait un poste en équine comme moi, médecine équine. Puis il était là-bas. Puis Davis, c'était pas la pire place où aller, hein, on va s'entendre. Ivy League, des études. Puis il y a quand même beaucoup de francophones dans ces années-là qui étaient là-bas. Il y avait Jean-Pierre Lavoie. Non, Jean-Pierre Lavoie, en fait, je vais revenir à ça. Ouais. Il y avait Michel Olivieri était là, il venait de revenir. Il y avait André Vrins qui était passé par là. Mais... Dominique Penning aussi qui est passé peut-être. Oui, elle est arrivée en même temps que moi. Elle, Dominique était là, mais en fait, moi, ce que je connaissais, c'est André Vrins qui était revenu, mais André Vrins avait fait, lui, une résidence à ses frais. C'était pas un résident officiel de l'université. Il était hors matching. C'était non payé. Puis c'est ça. Puis Pierre Lessard avait été accepté. Mais de toute façon, moi, j'avais mis Cornell, Gainesville, puis en choix après. Puis ils m'ont accepté. C'est sûr que j'avais une expérience de 2 ans. Puis quand je regarde, ils prenaient 3 résidents l'année où je suis allé. Les 2 autres, c'était des résidentes qui avaient très peu d'expérience. Puis comparativement, je te dirais, même aux cliniciens, aux profs, il y avait Brad Smith, qui était quand même quelqu'un d'assez connu. Il a fait son livre de médecine interne. Ouais. Puis Brad Smith, il venait du milieu équin. Il y avait Lyle George, qui venait de Georgie. C'était des gens qui n'avaient pas fait beaucoup de cliniques. Puis je me rappelle, moi, ils me donnaient des cas difficiles. Ils fermaient les portes. Je me souviens d'avoir fait une phétotomie sur un veau qui puait. Puis ils m'ont dit, tiens, le matériel, prends ce que tu veux. Puis ils m'avaient laissé avec une étudiante, fermer les portes. Puis une fois de temps en temps, venir voir comment. Puis ça allait bien, mais ça sentait le cadavre. Oui, puis les chirurgies de porcelet, on en avait fait tellement, nous, puis des hernies. Puis, tu sais, ça allait bien. J'ai bien aimé mon aspect clinique, mais après 2 ans d'expérience en ambulatoire, j'ai fait beaucoup de chirurgie. Tout ça avait... Mais Saint-Hyacinthe, en santé des bovins, a toujours été un endroit très fort, puis encore aujourd'hui, je dis. C'est l'endroit en Amérique où il y a le plus de cas ambulatoires, puis même à l'hôpital, c'est les hôpitaux qui fonctionnent le plus. Puis pour revenir, Jean-Pierre, lui voulait... En fait, moi, je suis rentré en juillet. Jean-Pierre est rentré en septembre de la même année. Okay. Mais lui, il n'avait pas été sélectionné. Il était moins bilingue que moi, un peu, il parlait moins anglais, mais il avait demandé au doyen. Pierre Lessard était en attente pour revenir. Il y a eu un petit peu un échange de postes, là, je pense, qui s'est fait. Puis Jean-Pierre, ils l'ont pris 1 année au pair. Il appelle ça au pair. Donc, puis après ça, ils l'ont pris comme résident régulier. Fait qu'il a fait
sa résidence là-bas. Puis d'ailleurs, Jean-Pierre, c'est le témoin de ça. Tu ne le savais pas, mon mariage en Californie. Non, tu ça es me- en ça toute me- votre mais- recherche. Non, Non, on n'a non, pas ben ça. là, Ça man, n'a pas sorti, ça. OK, mais Mais Attends, mais donc, oui, vas-y. ta blonde, 1982, promo, Oui, puis vous êtes rencontrés pendant les études. oui. Moi, je suis rentré en 77, elle est rentrée en 78, puis on sort ensemble depuis 78, 79, là. Puis quand- Puis on a eu notre fille en 84. Avant de partir, donc, en Californie. Elle est née en mai 84, puis moi, je partais en juin 84. t'es revenu en 88? En 87? 88. J'ai fait une résidence de 3 ans, OK. puis ils m'ont offert un poste de professeur invité pour remplacer un Ouais. prof qui partait en sabbatique. Ils faisaient j'ai fait ça une beaucoup, année Davis, supplémentaire. puis ils l'ont fait longtemps, puis ils le font peut-être encore. Là. Mais donc, des t'es- résidences de 4 ans, finalement, parce que tu restes, tu fais une résidence de 3 ans, Comme tu restes une clinicien. année de plus Ouais. comme clinicien. Mais donc, t'es parti pas marié, puis vous êtes marié là-bas. Oui, on s'est mariés là-bas parce que quand je suis parti, moi, je suis parti en voiture avec... Hey, c'était avec, quand même une popée trotte. ma belle-sœur qui suivait avec la Volkswagen José, une Volkswagen décapotable des années 77, là, jaune, avec une super belle voiture. On l'a encore, d'ailleurs. Vous l'avez encore? Oui, Ah, elle ouais. est encore là. Puis, je me souviens, j'avais un Chevrolet Célébrité, puis on avait le U-Haul en arrière, les planches à voile sur le toit, puis on descendait. Je me souviens d'être arrêté au Wyoming, tu sais, qui n'est pas la mecque de... Puis là, le mec, je sais pas, mais je sais pas pourquoi je dis ça, mais tu sais, Wyoming, les gens, ils nous regardaient, on arrête dans un diner, excusez mes mots anglais, là, mais Avec dans un les petit planches. restaurant. Oui, puis là, on rentre, tu sais, comme dans un film, on rentre dans le restaurant, les fenêtres, puis l'auto stationné avec la Volkswagen Beetle en arrière, Plaqué les planches à Québec. voile, puis la patente. Puis là, ils nous regardent, Are you going to San Francisco? No, California, but not far. Ah, yeah, oui. Les gars, ils avaient déjà bêté. Ouais, c'est ça, On était qui? Qu'est-ce qu'on faisait? Pas tellement Ah, loin, oui. ouais. Puis, c'est ça, on est descendu, mais pas mariés. Mais moi, je suis parti en auto, mais elle partait en avion. Puis, je me souviens, toute la famille, les deux familles étaient allées la reconduire avec ma fille, Marie-France. Puis, elle prenait l'avion le samedi après-midi, puis la famille, eux autres sont allés. Il y avait un bar dans ce temps-là, tu pouvais voir les avions décoller. La famille était là, mais il n'y avait pas de cellulaire. Puis elle, elle arrive aux douanes, ils ont dit c'est votre fille? Oui. Et le père est où? Il est parti en Californie, tout ça. Il dit il ne faut pas partir. Prendre l'autorisation. Oui. Ouais, t'avais pas de papier Elle l'avait signé, pas puis- prévu. Puis là, elle m'appelle. Elle a réussi à me rejoindre. Comment? Pourquoi qu'elle les a pas rejoints, eux? Je ne sais pas. Mais elle a repris le taxi, elle est retournée à la maison. La famille, eux autres, ils ont regardé l'avion décoller, ils ont eu du fun, bye-bye, ils sont partis. Ils sont revenus à la maison, puis elle était déjà arrivée. Puis là, parce que, oui, il n'y avait pas de cellulaire, c'est pour ça qu'il ne pouvait pas la rejoindre. Moi, il m'avait rejoint, j'ai dit, retourne à la maison, mais elle ne savait pas ce qui était. Elle a pris un taxi pour retourner pour elle. Puis, je ne sais pas comment on a fait, les fax devaient exister. Là. Non, même pas. En tout cas... il a fallu que j'envoie un papier, une lettre, puis là, comme quoi, je signais, puis elle a réussi à partir. Mais là, elle arrive en Californie, mais on n'avait pas d'assurance santé, parce qu'ils m'ont demandé le papier de mariage. J'ai dit, c'est mariage de fait, on a une fille. Ah non, ça compte pas, il faut que vous marier. Ah ouais. Là, on a décidé de se marier avec Là-bas. Pierre Lessard, au mois de septembre, en fait. Pierre Lessard et sa femme, et sa blonde, Nina, elle était californienne, puis d'origine juive en plus, mais on a fait un mariage vraiment païen là, à Carson City, qui est la capitale du Nevada. Ah oui. Donc on avait... le vrai mariage, là, au Nevada, là. La petite chapelle Nevada, là. Tu vas à l'hôtel de ville le matin, au sous-sol d'hôtel de ville, avec du monde qui sont rencontrés depuis 2 jours, parce que ils sont après se manger sur le banc. Là, Ils sont sur la brosse. Ouais, puis à peu près, là, tu te dis, oh boy, ils se marient, là, ils s'aiment dans 2 jours, je sais pas ce que ça va donner. Puis là, Comme dans un film. on a rempli le papier, puis on arrive au le Wedding Bell Chapel, ça s'appelle. D'ailleurs, je suis retourné avec Gilles Fecteau. Elle est encore là? Non, on est retourné avec Gilles Fecteau quelques années après. C'était un restaurant italien. Oh, restaurant italien, on va apporter une petite anecdote. Le sérieux de la business, oui. Non, Mais- parce que... Mais attends, mais il allait dire qui était ton témoin à ton mariage? C'est ça, mon témoin à mon mariage. J'avais une autre résidente qui venait d'Angleterre. Puis d'ailleurs, c'est elle qui m'a prêté sa bague parce qu'on arrive pour se marier. Puis j'avais compris, moi, qu'il fournissait la bague, mais à 70$ US, ça ne doit pas être bien beau.
C'était pas ça. Fait que là, il dit, hey, où la bague, l'espèce de, ben, j'allais dire le curé, le prêtre, l'officiant, lui, il était nerveux un peu parce que ça coûtait vraiment pas cher, puis il perdait son temps, là, plus ça prenait du temps. Qu'elle m'avait prêté sa bague qui rentrait dans le petit doigt. Fait que c'était pas trop sérieux. Attends, puis... tu t'es marié sur une bague empruntée qui rentrait juste dans ton petit doigt. Ouais, lui, il essayait de tous les doigts, ça marchait pas. Fait que là, il l'a mis dans le petit doigt parce je me suis retourné, j'ai dit, y a-tu quelqu'un qui a une bague à me prêter? Il était en avant de moi, là, puis tu voyais qu'il fatiguait parce que j'avais pas de bague. Ma blonde avait celle de sa grand-mère qu'elle avait apportée, on n'avait pas. Puis là, mon témoin, c'était Jean-Pierre Lavoie. Ah. Jean-Pierre Lavoie est arrivé, lui, au début septembre. J'ai dit, veux-tu être mon témoin? Puis après ça, on a fait la noce dans un restaurant basque. Un restaurant basque au Nevada. Oui, beaucoup de Basques, des éleveurs de moutons qui étaient dans les montagnes là-bas. Puis c'est tout le Nevada il y a beaucoup d'immigrants basques qui étaient là. Eh bien. Puis il y avait un motel basque. Ça sonne comme une blague, mais je te crois. Non, c'était des propriétaires. Les fameux Basques du Nevada. Puis le motel, je me souviens, c'était tout rose. C'était un beau motel rose. Puis là, ben, Jean-Pierre nous accompagne, mais on était des étudiants. Fait qu'on avait une chambre, 2 lits doubles. On s'installe, on se couche, le bébé dans le parc, comme tu dis, des plis de parc, couche le bébé, José puis moi, on se couche. Puis là, on ferme les lumières. Puis là, je dis, Jean-Pierre, il dit quoi? Ben, je dis, tu sais, quand je t'ai demandé d'être témoin, là, oui. Je pensais pas que tu viendrais jusque dans la chambre. Attends, vous étiez dans la chambre ensemble? Oui. Là, Jean-Pierre, il allume les lumières, il se lève. Il dit, « Ah, mon Dieu, Émile, c'est vrai, c'est votre nuit de noces, je n'avais pas pensé. » Puis là, ben là, j'ai dit, c'est correct. Il dit, c'est correct. Le moment est passé. Oui, c'est correct. C'est pas le temps d'aller se trouver une autre chambre. Là, puis, mais, excellent. C'est sûr que d'avoir ton témoin dans ta chambre pour la nuit de noces, c'est moins ça, tu sais. C'est ça. C'est pas toujours l'idéal, là, mais c'est ça. C'est des noces d'étudiants. Non, mais je me rappelais tu as dit restaurant italien, puis je me rappelle juste de la fois qu'on s'est vu, puis c'est des années plus tard, là, mais en Floride, au congrès, c'est le VMX maintenant. Puis j'étais avec mon ex. Ça, c'était à Orlando, là, le fameux. Orlando. Puis, NAVC. NAVC, dans ce temps-là, maintenant, ça s'appelle VMX. Là. Okay. Mais on t'avait vu parce qu'il y avait une soirée pour essayer de recruter des gens pour la faculté, j'imagine. Ou c'était une soirée des francophones. Oui, c'était la soirée des universités. Chaque université avait son. Une salle. Puis là, il y avait la salle de l'Université de Montréal. Puis j'étais avec mon ex, Jocelyn, qui est américaine à ce moment-là. Puis on était allé là. Puis tu la connaissais déjà ou tu la connaissais pas? Non, puis, je l'ai rencontré là. En blague, vous aviez changé vos noms. Mettons, il était écrit Dr. Émile Bouchard. Lui, il avait mis Penny Marinara. Il y avait un buffet. Fait que les cartons du buffet étaient de la même grosseur que ceux qui vont dans les cocardes. Là, fait que lui, il s'appelait Penny Marinara. Puis Jocelyn, elle avait mis Italian Meatballs. Okay. Non, Italian Meatballs. Puis là, la blague, c'était que toute la soirée, il s'appelait comme Penny Marinara. Puis là, 2 ans plus tard, Jocelyn était venu avec moi dans un congrès de l'ACVIM, je sais pas où, à Seattle, c'est à la côte ouest. Puis il y a un gars qui travaillait pour une compagnie que je voyais tout le temps dans les salons des exposants, des gros congrès. Cheveux grisonnants un peu, grand, même carrure qu'Émile. Puis vraiment, là, à s'y méprendre, il ressemblait à Émile jusqu'à ce que je le voie. Ah non, c'est le gars qui travaille pour telle compagnie, je sais pas, peut-être d'imagerie ou un labo quelconque. Mais Jocelyne, elle ne savait pas. Elle n'avait jamais vu ce gars-là avant. Puis on descendait, il y a des immenses escaliers mobiles là, qui descendent, puis c'est écho, il y a une verrière dans le centre des congrès. Immenses escaliers mobiles qui sont super longs. Puis nous, on descendait, puis ce gars-là montait. Puis là, je le vois, puis je dis, c'est le gars qui ressemble... Dans ma tête, je dis, ça, c'est le gars qui ressemble à Émile, que je vois à chaque année dans ces congrès-là. Puis Jocelyne a fait, c'est sûr. Là, elle crie à haute voix, Penny Marinara! Puis ça résonne super fort. C'est tellement son genre. Penny Marinara! Puis là, elle, comme frustrée qu'ils répondent pas, le gars, mais tout le monde... Ah oui, puis moi, on s'en allait dîner avec une attachez-la. Non, il y avait une femme qui était... l'éditrice d'un magazine qui était Veterinary Forum, le défunt magazine Veterinary Forum, dont j'avais fait la couverture là, pour une histoire. En tout cas, on ne reviendra pas là-dessus, mais moi, j'étais avec elle, on s'en allait dîner avec elle, puis elle crie Penny, puis l'éditrice, elle la regarde, tout le monde la regarde, le gars aux cheveux grisonnants qui ressemble un peu à Émile. Je regarde, je dis non. Puis, finalement, elle l'a fait elle a crié 2 fois. Le gars, il nous regardait, mais il ne comprenait pas. Puis je dis, It's not Emile. Puis finalement, on descend. Là, on part à rire. Puis l'éditrice, elle ne comprenait pas. Fait que j'y explique. Je dis, on a un de nos amis qui s'appelle Emile. Puis il ressemble à ce gars-là. Puis à un moment donné, il avait changé les noms. Alors, il explique l'histoire. Puis là,
elle comprend l'histoire, puis elle se met dans la situation, puis elle part à rire. Elle a ri, puis elle a pleuré jusqu'au restaurant. Elle pleurait, parce qu'elle réalisait le cocasse de la situation. Puis ça, je te l'ai conté. Oui, mais ça, je me souvenais pas de cette histoire-là. Mais moi, j'avais gardé mon... Tu sais, le soir, on va se coucher, on prend notre... Le lendemain, je prends mon tag. Puis là, je m'en vais aux conférences. Puis là, il y avait un conférencier qu'on voulait avoir au congrès de l'ordre. C'était un jeune étoile montante. Là, je cherche son nom. Mais en tout cas, c'est pas important son nom tellement, mais il était assez connu, lui. Puis je sais pas s'il me connaissait ou toi, pas. Tu étais là au nom de la faculté. Ben là, moi, je parlais, je dis, on aimerait ça d'avoir au congrès de l'ordre. Je le vois qu'il se penche. Il regardait mon nom. Je dis, bon, il regarde mon nom. Il va le retenir. Puis j'ai dit, bye-bye, ça. Tout à coup, je pense que je me suis rendu à l'aéroport avec mon carton. J'avais encore peiné à Marinara. Marinara. Je pense que c'était peiné Marinara. J'avais encore mon carton. Il a dit, c'est qui ce clown-là? S'il connaissait un peu en cuisine italienne, il pensait que c'était pas mon nom. Docteur Plume Marinière de l'Université de Montréal. Mais on va revenir à... Donc, tu es revenu de Californie avec ta résidence, puis tu t'es fixé un... est-ce que j'entends ton téléphone qui sonne? Oui. Faudrait que ça soit un peu... C'est plus important que nous autres? Je sais pas. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Est-ce que je suis avec le coq et l'âne? Dieu. Vincent. T'as reconnu tout de suite la voix? Ben oui. Moi, voix. J'ai écouté du coq à l'âne avec Vincent Caldwell pour écouter la 6e fois sa vasectomie manquée. Tu peux lève un peu le son qu'on l'entende bien. Ben, c'est le raccordement, je pense que. Mais c'était une réussite au final, là, quand même. C'est une belle histoire. Merci. On a un appel. C'est la première fois qu'on a un appel en direct comme ça. Je suis content. J'avais peur que ce soit Mathieu de Belleuil, mais... Oui, Mathieu, il se tient silencieux de ce temps-ci. Est-ce que, Vincent, tu sais avec qui on est, évidemment? Tu sais qu'on est avec le récipiendaire récent de la médaille le de Saint-Éloi Isé récent. Il n'a pas appelé par hasard, là. Oui, moi, je m'attendais pas dessus. Mais est-ce qu'on m'entend en ligne? Moi, j'entends Louis, mais j'entends mal les autres. Il est sur haut-parleur. Il est sur haut-parleur? Oui, mais tu nous entends, Vincent? Tu m'entends moi, en tout cas? Toi, je t'entends, les autres, je les entends de loin. C'est parce qu'on est loin. Oui, je sais que vous êtes avec Émile. Émile, je l'ai vu dernièrement au congrès de la MVPQ, où il a reçu le prix Brian McNaughton, qui est décerné par l'Association canadienne des vétérinaires bovins à un vétérinaire qui a marqué la médecine vétérinaire des bovins au Canada. Je savais pas que... À l'ordre, moi, je pensais que c'était une affaire de petits animaux, puis que les prix qu'on remettait, là, c'était pour un chien qui avait sorti quelqu'un d'un banc de neige. Je sais pas c'est quoi le prix dans ce contexte-là qui a été remis à Émile. Ben, c'est la plus haute distinction de l'ordre, Vincent. C'est la médaille de Saint-Éloi, le saint patron des maréchals ferrants, des orfèvres, en tout cas de tout ça, tous ceux qui travaillent le métal. Des vétérinaires. Dont les vétérinaires. Okay, ben, je te félicite, Émile. Comme l'autre hommage pour lequel j'ai pu te féliciter, je suis convaincu que je sais que c'était grandement mérité. Puis, félicitations aussi d'avoir été choisi dans le club select des interviewés du Coq à l'âne. Est-ce que tu connaissais l'émission, Émile? Ben oui. J'avais déjà écouté dans mon lit, en faisant mes exercices avec mes muscles abdominaux. J'écoutais parfois le Coq à l'âne, mais je savais qu'il y avait beaucoup de sérieux dans cette émission. Et beaucoup aussi de... Mais j'ai bien aimé la tienne, Vincent. Je trouve que tu avais t'as bien expliqué ce qu'on fait, les vétérinaires qui ne sont pas spécialisés dans les animaux de compagnie, mais tu as bien expliqué ça, puis même que c'est très intéressant. Tu devrais donner des conférences sur le sujet. Pour vrai, j'ai trouvé que le format de l'émission se prêtait justement à des échanges francs. Puis il y a plusieurs stagiaires qui m'en ont parlé. Ça commence à avoir un bon auditoire, le Coq à l'âne, parce que maintenant, les stagiaires que je reçois sont tous déjà des habitués. Bon. Une excellente nouvelle. Ben, Vincent, écoute, je te remercie. C'est la première fois qu'on fait ça. On voulait faire aussi un genre de croisement entre un épisode passé et présent. Puis je sais qu'Émile a joué un rôle important pour les médecins vétérinaires praticiens dans les bovins laitiers. Est-ce que... Je sais que ton remerciement englobe tout ça, puis que tu reconnais l'importance. Non, je peux vous parler un peu d'Émile, si vous voulez que quelqu'un qui a vécu dans le même champ de pratique que lui vous en parle un peu. Avez-vous du temps pour ça? Mais
OK. Ben moi, je suis entré à la faculté en 91. Émile, toi, tu étais revenu en quelle année de la Californie? 88. 88, OK. Donc, Émile était revenu depuis 3 ans. Puis, Émile, moi, je l'ai connu comme un jeune professeur dynamique, convaincu, professionnel, rigoureux, mais cool quand même. Ouais. Puis beau bonhomme à l'époque aussi. Beau bonhomme. C'est ça. Merci pour à l'époque. Je reviendrai sur le cool quand même. Là. Pour vous donner une idée, moi, je suis arrivé là. J'étais promis à une carrière en médecine bovine, c'est ce dont je rêvais. Puis j'avais vu les vétérinaires faire ce qu'on appelait de la médecine préventive à l'époque. Puis je devais être en première ou en deuxième année. Émile donnait un cours d'initiation à la médecine bovine ou je sais pas quoi. Il participait à ce cours-là. Puis il nous parlait de médecine de population. Puis à un moment donné, je lève la main. Puis moi, j'avais vu les vétérinaires remplir des fiches cartonnées qu'on appelait à l'époque les fiches SVB2, où on faisait des petits dessins d'ovaires et puis on expliquait où la vache était dans son cycle et puis on essayait de prédire quand est-ce qu'elle reviendrait en chaleur. Et puis là, je lève la main et je dis oui, monsieur le professeur, quand est-ce qu'on va apprendre comment on fait des petits dessins d'ovaires là, sur des fiches de carton? Puis là, Émile m'avait répondu, ben justement, j'espère, par le cours que je vais vous donner, faire en sorte que vous n'aurez plus le goût de remplir des petites fiches en carton, puis que le suivi de troupeau que vous allez faire, ça va être différent de ça. Puis, moi, ça m'avait fasciné de me faire répondre ça. Je suis quelqu'un qui a une certaine solidité, donc ça m'avait pas ébranlé, mais ça m'avait inspiré, parce que Émile, il revenait de Californie, puis il a décidé d'appliquer ce qu'il avait vu là-bas, ce qu'il avait vu pratiquement là-bas, des principes d'épidémiologie aussi, puis vous m'entendez bien? Là? Oui, on t'entend parfaitement. Oui. Puis de saisir l'espèce de moment historique qui était en 90 à 95, l'arrivée des micro-ordinateurs, des PC dans le quotidien des gens normaux. Parce que moi j'ai vraiment vécu ça. Là. Quand j'ai fait mon secondaire, les gens n'avaient pas d'ordinateur personnel chez eux, mais autour de 90, c'est le moment où les gens dans leur quotidien, les gens parfois sur les fermes, parfois les vétérinaires, ont commencé à travailler avec des PC. Fait qu'Émile, il a comme appliqué ce qu'il avait vu, il a analysé le besoin qu'il y avait dans le champ, puis il a saisi ce moment-là là, dans l'histoire du développement de l'informatique, puis il a vu ce qui pouvait être fait. Puis d'avoir l'idée de ce qui pouvait être fait, déjà c'était quelque chose. C'était d'être visionnaire, ce qui est une caractéristique d'Émile, mais le faire, le réussir, ce qu'il avait vu dans sa vision, ça c'est plus qu'être visionnaire, c'est de devenir un leader. Puis c'était pas rien, là, ça impliquait, je sais pas si vous en avez parlé déjà là, dans le podcast, mais ça impliquait de créer une équipe de recherche à la faculté avec des professeurs, certains qui venaient de l'épidémiologie, comme Michel Bigra-Poulain, des gens comme Denis Dutremblay. Ça impliquait de convaincre l'AMVPQ, je sais même pas, est-ce que ça s'appelait l'AMVPQ à l'époque? Oui. Ouais, convaincre l'AMVPQ de mettre de l'argent, puis convaincre une 50aine de cliniques privées de sortir de leur argent de leur poche. Les praticiens bovins, là, qui sont souvent des gens conservateurs, sortir de leur argent, créer l'ASTLQ, créer le logiciel DSA. Pour réussir ça, là, avoir l'idée, c'était quelque chose, mais pour le réussir, ça prenait quelqu'un comme Émile. Puis ça a marché pas à peu près. Là. Le STLQ, ça a créé un engouement pour la médecine de population qui a été saisi par ma génération, la génération suivante, puis la génération actuelle de vétérinaires bovins au Québec. DSA, c'est un peu devenu le langage commun de la médecine de population au Québec. C'est un peu le Microsoft des vétérinaires de vache, si on veut. Puis ça a créé un groupe d'intérêt. Il y avait des formations continues, il y avait des role models comme Émile, puis il y en avait d'autres parmi les praticiens. Là, je pense à Roger Martineau, Paul Bergeon, des gens comme ça. Là. Vraiment, là, ça a façonné le visage de la médecine bovine au Québec. J'en ai eu d'autres, moi, des role models dans ma carrière, mais Émile, ça a clairement été quelqu'un d'important pour moi, pour ma génération, puis pour la génération qui a suivi aussi. Écoute, les larmes coulent à flot. Beau témoignage, là, vraiment. Là. Non, c'est pas vrai qu'il pleure. Sauf que je vois qu'il est touché, par exemple, parce que... Puis je suis content que tu appelles. Mon cœur bat vite. Son cœur bat vite. Mais je voulais justement que tu appelles parce que, évidemment, moi et Eric étant dans les animaux de compagnie, on ne pouvait pas sortir cet aspect-là de... Moi, Émile, c'est un gars que j'étais jaloux parce que toutes les filles de ma promo et des promos autour le trouvaient plus cute que tous les gars de notre classe ensemble. Puis que je savais qu'il faisait des choses grandioses, tout ça, mais c'était pas dans mon domaine. Donc, pas je m'y intéressais pas, mais j'avais pas le recul ou l'inverse, le nez dedans pour comprendre jusqu'à quel point c'était important. Évidemment, je le vois aujourd'hui, non seulement par les honneurs qu'il reçoit, mais je le voyais quand même dans son œil qu'il y avait de l'intelligence cachée derrière le beau visage. Là. Non, Émile, c'est un personnage plus grand que nature. Comme tu dis,
En plus, il vient d'une famille ce qu'on appelle en anglais hockey royalty. Puis, d'un beau bonhomme, toutes les filles tripaient dessus. Puis, c'était un leader puis une personne rigoureuse scientifiquement. Mais malgré ça, c'était quelqu'un qui était bien simple puis que tout le monde aimait. Tu viens de le dire. Et toi puis Éric, vous veniez pas du monde vous étiez pas destinés à aller dans les bovins. Mais tu sais, naturellement, Émile, il attirait le monde qui voulait avoir du plaisir. Tu peux encore parler au présent, Vincent, si tu veux. C'est ça, Louis-Philippe, pourtant, toi, tu n'étais pas destiné à être un étudiant bovin, mais je me rappelle d'un party chez Émile, un hiver, où on avait lâchement profité de l'absence de José et des enfants pour fêter un peu trop. Puis c'est un peu là que Louis-Philippe il a fait ses premières armes en oncologie. J'espère que tu ne réfères pas à la sauce tabasco. Oui, je réfère au fait que tu avais profité du sommeil de Frédéric Tremblay pour lui faire boire. Oh mon Dieu. Tu es en train de m'accuser d'être un oncogène. Oui, puis il a justement développé un cancer de la bouche quelques années plus tard. Oui. En aucun lien, Frédéric, on te salue et je t'embrasse, mais c'est en aucun lien. En fait, ça a été démontré que la capsaïcine réduisait le risque de cancer. J'ai peut-être aidé à rendre cette... Donc, tu aurais probablement développé un cancer. Mais... Non, mais sans farce, Émile, c'est quelqu'un qui, au fil des années, il s'est impliqué beaucoup aussi dans l'Association mondiale de bioterie, à l'ABP, puis au congrès de l'ABP, où qu'on soit aux États-Unis ou au Canada, c'était la personne à trouver pour avoir du fun. Émile, c'est quelqu'un qui, avec qui c'est agréable du point de vue personnel. C'est vraiment c'est ça, un plus grand que nature, mais qui est agréable au quotidien. Bien, merci Vincent. Merci beaucoup, Merci Vincent. pour ce beau témoignage. Continue à faire des enfants, t'es trop gentil. Concrètement, des cliniques comme la mienne, je veux dire, la business dans laquelle on est ne serait pas la même s'il n'y avait pas eu Émile Bouchard. Puis Vincent, Puis je mentionne pas, évidemment, un paquet d'autres choses qu'il a fait. Il a dirigé des étudiants en maîtrise, il a été mon co-directeur à moi. Puis, c'est quelqu'un aussi qui a toujours été rigoureux dans l'analyse. C'est toujours quelqu'un qui voulait pas faire de détours, puis pour qui le perfectionnisme dans les statistiques, dans l'analyse scientifique était toujours important. Puis il a tellement été un modèle pour toi qu'il a fallu que tu fasses 4 enfants toi aussi pour essayer de l'égaler puis tout ça. Puis je te remercie, Vincent, j'en profite de te remercier pendant que tu es là pour la commandite de l'épisode parce que c'est Clinique vétérinaire Aquatica et Vincent et je peux nommer aussi Éric... Éric Martineau. Ah oui, ben oui, Éric. Alors tous des praticiens, c'est ça, pour qui Émile a eu un impact. Ouais. Mais merci beaucoup, Vincent. Tu les remercieras aussi de notre part. Oui, merci Vincent. All right. Super. Merci, on sort. Au plaisir, et puis on a hâte d'écouter tous vos prochains épisodes, puis félicitations Émile encore une fois. Merci. Merci. On se revoit. Salut. Vincent. Donc oui, c'était arrangé avec le gars des vues. Ah, OK. Parce que je trouvais que c'était bien d'avoir l'opinion d'un gars qui te connaît bien, qui a fait sa maîtrise aussi. Mais parlons-en un peu beaucoup, parce que c'est pas des choses qu'on... Les gens ne nous appellent pas pour nous dire ça. Là. Non, mais je pense que c'est mérité. Là. Tu sais, tu reçois des honneurs, puis c'est bien d'avoir... Puis j'ai vu la vidéo qu'ils ont faite pour toi. J'étais sur place la semaine dernière, mais parce qu'on au moment où on enregistre pour être intemporel, on est une semaine après que tu as reçu ta médaille de Saint-Éloi, mais j'ai vu la vidéo aussi, tout ça, puis devant la caméra, des fois, on dirait pas la même chose. En même temps, lui, il était devant le microphone par téléphone interposé, mais je pense que ça vient du cœur, connaissant Vincent, là. Mm-hmm. Puis, c'est ça. T'es un genre de super-héros, là, tu sais. Mais, sauf qu'attends, mais parlons-en un peu du DSA, parce que là, pour le commun des mortels, explique-nous c'est quoi, puis à quel point c'est unique au Québec, puis ça a marqué un tournant. Il y a beaucoup de gens, probablement, même des praticiens d'animaux, qui ne réalisent pas ça. Ben oui. Non, mais c'est un fait, parce que, je disais récemment, je suis arrivé au bon moment, là. Il y avait un changement de paradigme au niveau de la pratique dans les grands animaux. Mm-hmm. Calvin Schwabe, je ne sais pas si vous connaissez Calvin Schwabe, mais c'est un vétérinaire épidémiologiste qui était à Davis. Il prenait sa retraite à peu près au moment où j'étais là, mais lui avait annoncé un changement dans la façon d'approche. C'était quelqu'un qui était plus vers la santé publique un peu, mais j'étais allé présenter ce qu'on avait fait ici. On avait développé en fait le dossier informatisé individuel de chacune des vaches, mais notre hypothèse de départ, c'est qu'il était possible de comparer des troupeaux entre eux, comme on peut comparer des vaches entre elles. Les producteurs peuvent dire, bon, il y a un troupeau de 40 vaches, ils peuvent savoir laquelle est la meilleure, mais on n'avait pas d'instrument pour comparer les troupeaux entre eux. C'était amener l'analyse des données à un niveau supérieur pour être capable de comparer des troupeaux entre eux. Quand on regardait les pertes de production laitière
dans le troupeau, associés à de la gestion des maladies, la mamite, entre autres, la reproduction, bien sûr, puis aussi la persistance en lait, là, l'alimentation, puis la réforme, parce qu'on est dans un système de quotas. Fait que, bref, on a monté un système avec les vétérinaires, un projet qui a duré 3 ans, une levée de fonds de 1 million. En dollars de Oui, 1900, bien c'est ça. À l'époque, c'était beaucoup. Là. C'était un des plus gros projets de la faculté à cette époque-là, parce qu'en plus, c'était un contrat de recherche qui venait de l'industrie privée, là, qui venait des praticiens, ce qui faisait qu'il y avait des frais indirects que l'université récupérait. Puis avec ces frais indirects-là, on a équipé une salle informatique à la faculté qui était, au dire des gens de l'Université de Montréal, même des gens en informatique, la meilleure salle d'enseignement d'informatique qu'il y avait à l'université. Même, ça dépassait ce qu'il y avait au niveau de la faculté d'informatique. Donc, on avait monté, 20-25 appareils, je pense. Ça, c'était des gros serveurs Unix là, que moi, j'ai connus au pavillon des Saules. Là. On en avait, nous, dans nos bureaux pour l'analyse, là, mais dans la salle elle-même, c'était des appareils. C'était IBM. IBM avait aussi... on avait fait une entente avec IBM parce qu'il y avait un peu... commandité le projet avec des bourses. En fait, il n'y a pas des bourses, mais il y avait des montants qui étaient alloués pour le montage de la salle. CDMV avait aussi investi une partie. Donc, on avait monté cette salle d'informatique-là parce qu'on avait des rencontres avec les vétérinaires qui avaient investi dans le projet. On les rencontrait pas tout à fait une fois par mois, mais on les a rencontrés 12 à 14 fois dans la durée du projet, qui a duré 3 ans. Puis, on avait 25 vétérinaires à Saint-Hyacinthe, 25 à Québec. On faisait Montréal-Québec. On avait des journées de formation. En 3 étapes, on leur donnait de la formation un peu en épidémiologie. Puis en retour, on regardait avec eux l'utilisation qu'ils faisaient du logiciel. Puis on améliorait avec ça, puis on avançait avec eux. Donc, c'est un projet qui se faisait avec les vétérinaires pour monter un système d'analyse de données de troupeaux. Un des points aussi importants, parce qu'on a dit qu'il fallait comparer des troupeaux, c'était la constitution d'une banque de données. Donc, on avait une banque de données centrale. Puis à l'époque, là, c'était des disquettes. On communiquait par fax. On avait des disquettes qui nous envoyaient. On leur envoyait un message répétition. Nous, ils nous envoyaient des disquettes. On montait ça sur des serveurs Unix. Puis on montait la banque de données. Maintenant, ça se fait en temps réel. Maintenant, DSA, c'est rendu une compagnie. Il y a une 20aine d'employés. C'est une compagnie qui appartient à la MVPQ. Au début, il y avait 45 ou 50 propriétaires de la compagnie, vétérinaires. La loi des compagnies au Québec n'est pas faite en conséquence. Ils nous ont dit plusieurs fois qu'il faudrait changer les propriétaires, la structure des propriétaires. Puis là, tranquillement, on a évolué vers... c'est un achat de la MVPQ. Ça appartient à la MVPQ maintenant. Puis ça fonctionne super bien. C'est utilisé en France, en Belgique et en Suisse. Dans la francophonie, finalement. Oui, surtout. Le nom, c'est DSA HR parce qu'on pensait que Animal Health Record, que ça serait adopté aussi par nos collègues du Canada, mais ils ont choisi un logiciel américain, mais qui ne permet pas, qui est bon, là, mais qui n'est pas aussi convivial, puis qui ne permet pas la constitution de banque de données parce que la codification n'est pas standardisée. Nous, on a standardisé la codification et aussi parfois les diagnostics. C'est tout un système maintenant qui existe. 75% des vaches de tiers au Québec sont sur DSA. Ça nous permet de l'amener à un niveau différent, mais actuellement, on travaille sur l'analyse des mégadonnées, big data, puis intelligence artificielle. Donc, on est dans le domaine. Avant-hier, j'avais une rencontre, un colloque à Montréal sur une santé, puis on m'avait invité pour parler justement des nouvelles technologies. Puis les gens sont toujours surpris qu'on a réussi à monter des dossiers de santé individuelle pour des vaches laitières. On est capable de les analyser, de sortir d'informations à un niveau un peu plus élevé. Puis aussi, cette information-là... Extraire des données, mais ça permet aussi un lien rapide, parce qu'on a parlé du niveau du troupeau, où le producteur peut gérer son troupeau, puis peut comparer son troupeau aux autres troupeaux, mais aussi un niveau plus élevé où des gestionnaires, par exemple, l'Union des producteurs agricoles pourrait vouloir savoir c'est quoi l'incidence de maladies ou quelles sont les populations affectées. Puis c'est possible d'aller rapidement, de répondre rapidement à n'importe quoi, là, des demandes sur s'il y avait une épidémie quelconque, on est capable de retracer les animaux assez rapidement. Puis le fait qu'on a un système ou un réseau de vétérinaires qui s'y comprennent très bien dans le logiciel, qui comprennent bien le logiciel, qui l'utilisent bien, on peut répondre plus rapidement que n'importe où ailleurs
dans des cas d'épidémie ou de problèmes de santé. Donc, d'où ta présentation à Une Santé. Là. C'était pour comparer aussi ce qui se fait de ce côté-là. Parce qu'en humaine, ils sont peut-être même en retard pas mal là-dessus en termes de... Même dans les petits animaux, moi, j'écoute ça me fait saliver. Tu t'imagines d'avoir... Si toutes les cliniques étaient reliées par un système, qu'on était capable de tirer de l'information de ça, ce serait vraiment incroyable. C'est ça qui manque. Il y en a en Europe, des fois, des systèmes comme ça. C'est de mettre les données ensemble, d'être capable de les extraire, d'être capable de les analyser, puis de voir des tendances, puis tout ça. Puis dans les petits animaux, on n'est pas loin au Québec d'un système semblable. On en a souvent parlé, Michel Carrier et moi, quand Michel était doyen. Puis les gens venaient nous rencontrer, des gens soit du pharmaceutique ou des compagnies d'aliments. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer la pratique de nos vétérinaires? Un des projets qui revenait souvent, c'est parce que l'intégration des données pour qu'un vétérinaire puisse prendre de meilleures décisions. Une clinique vétérinaire va traiter peut-être, je ne sais pas, je vais dire un chiffre, mais c'est une vingtaine de bulldogs, peut-être une trentaine de bulldogs. Puis un bulldog, c'est pas comme un caniche, puis c'est pas comme un berger allemand, puis c'est pas... Tu sais, il y a des particularités associées au poids, au métabolisme de l'animal, à la race, à toutes sortes de choses. Mais le fait d'avoir une banque de données, on est capable de voir si les interventions sont les mêmes. Puis si les aliments qui sont développés pour des chiens, souvent des chiens qui sont assez homogènes, là, on est capable de contrôler des maladies avec l'alimentation. Est-ce que ça a le même effet? C'est un chihuahua ou un danois, là, qui sont des animaux... Le problème, c'est qu'il y a plusieurs... Il y en a eu une banque de données américaine. Les universités étaient dedans, mais là, les universités se sont retirées. Puis il y a tellement de logiciels différents... incompatibles. Qui se parlent pas, tu sais. Fait que c'est ça qui est difficile dans les petits animaux, mais moi, j'ai beaucoup fréquenté le pavillon des Saules entre 94 et 96 parce que je travaillais avec Denis Harvey, puis j'étais sur le comité informatique, je me rappelle, avec Denis Dutremblay puis Michel Bureau-Poulain, puis moi, je me rappelle l'espèce de caverne d'Alibaba où il y avait plein d'ordinateurs, puis c'était dans le corridor du fond, là, c'était tout le DSA qui était là, c'était impressionnant pour l'époque d'avoir ça à Saint-Hyacinthe, là. Oui, puis je pense que c'est un exemple un peu, je le vois quand je vais à l'extérieur aussi, c'est connu à l'extérieur du Québec, du Canada, là, dans la pratique des bovins, là, les gens savent ce qu'on a fait, puis nous pointaient du doigt comme étant l'endroit où il fallait aller. J'étais retourné à Davis donner une conférence au MPVM, à l'endroit que j'ai fait ma maîtrise. Là. MPVM, c'est Masters in Preventive Veterinary Medicine, où Calvin Schwabi avait enseigné, Charles Frenty, puis tous ces gens-là, mais... puis j'avais présenté le système qu'on montait au Québec, puis les gens avaient dit dans la salle, et c'est ce que Calvin Schwabi avait annoncé. Vous êtes en train de le faire, là, vous êtes le premier endroit. Puis il y avait un prof qui était là, en fait, je pense qu'il enseignait à ce moment-là, qui s'appelle Daniel Scholl, qui est venu au Québec, il avait appliqué sur un poste au Québec, mais aussi en Suède, à Uppsala. Puis les gens pensaient qu'ils s'en iraient tous à Uppsala, mais il est venu... à Saint-Hyacinthe, il m'a toujours dit, à cause de ce que vous faites avec le DSA puis la banque de données, il y a un potentiel épidémiologique que je voyais. Puis accepter d'être directeur du réseau de mammites, le réseau sur la mammite, de recherche de la mammite. Puis il dit, Émile, moi, en mammite, je ne m'y connaissais pas. Parce que tu m'as convaincu qu'il y avait un potentiel puis que je serais la personne qui pourrait... Puis c'est vrai, parce que c'est un Américain. C'est un réseau qu'on montait qui n'était pas en canadien. On aurait mis un Québécois, ça aurait peut-être marché, mais le fait de mettre un Américain, ça a eu un impact un peu plus marquant, disons, pour les gens. Puis Daniel est resté une couple d'années, puis le réseau, c'est à ce moment-là qui est né, le réseau, mais on se battait beaucoup pour l'avoir à Saint-Hyacinthe, ce réseau-là. Moi, je vois le temps filer, Éric, puis je sais que tu as fait plein d'autres choses. Puis je m'en voudrais de ne pas mentionner ce que tu as fait de non médical, mais plus du côté quand tu es monté dans la hiérarchie un peu pour aller faire les levées de fonds, dans ton vice-décanat aussi. Avant, il y a eu le congrès de il y a eu le congrès de Billetterie 2004, qui est un événement majeur. Dont tu portes le T-shirt c'est ça, fièrement. Puis moi, j'étais au congrès de billetterie. T'avais une anecdote? Non, c'est pas une grosse anecdote, c'est juste que c'est drôle parce qu'en regardant, je me rappelais pas que c'était ce congrès-là, mais on a fait une présentation sur la collaboration asynchrone avec des gens du Brésil, Denis Harvey, puis Garcia. Oui, exactement. Garcia, Et puis moi, j'étais là parce que je travaillais au Lithium avec Denis, puis je me rappelais pas de ça, mais c'était un congrès vraiment exceptionnel en termes de retombées, nombre de participants. Il y a un prix qui a été associé à ça parce que c'est souligné On avait gagné les 2 prix qui étaient de la Ville de Québec.
à l'annonce en 2000. On l'avait obtenu en 2000. Ça avait été, on avait gagné le premier prix pour la meilleure annonce ou le plus gros congrès. Puis on avait gagné en 2004 le meilleur congrès de l'année. On avait fait des profits. En fait, on a fait des profits qui dépassaient 400 000. On était presque à 500 000. Qui a été versé. C'était un OBNL. Donc, on avait donné les profits à l'Université de Montréal pour la création d'un centre d'expertise. Un centre d'expertise en santé bovine à l'époque, qui est devenu santé animale, puis qui est actuellement le CERC, le Centre d'expertise en recherche clinique en santé et bien-être animal. Ça a été le point de départ de ce fonds-là, en fait. C'est ce qui a parti le... Exact. C'est pour ça que je voulais en parler, parce que le rôle de directeur est arrivé par la suite. En 2005 après. Puis ça, c'est comme un jalon important, parce que je veux dire, c'est un succès incroyable. Moi, j'en ai organisé des petits colloques, puis je veux dire, il faut le faire ce que tu as réussi à faire avec ton équipe. Fait que c'est pour ça que je voulais juste en parler, parce que ça a été comme un point de départ de toutes ces longues années après. On avait une bonne équipe aussi. On avait du monde, on avait rassemblé des gens, puis j'avais eu la prémonition d'avoir des gens du gouvernement du Québec, du MAPAC, et des gens du fédéral qui nous ont aidés à obtenir des fonds, ouvrir des portes, puis il fallait faire attention parce qu'il y avait le SRAS à l'époque, je ne sais pas si vous vous rappelez, en 2004. Oui. Il y avait eu des congrès à Toronto qui avaient été annulés avec des pertes. Les gens me disaient toujours « Comment tu fais? Est-ce que tu dors? » J'ai dit jusqu'à date, là, on n'a jamais dépensé plus que ce qu'on avait dans nos coffres. On avait réussi quand même à avoir des commanditaires qui s'étaient mouillés, qui devaient verser des fonds. Puis on était monté parce que j'étais un des seuls qui était allé à des congrès de billetterie, là. Il y avait Luc Descoteaux aussi dans l'équipe, André Cécile, mais je pense que dans mon équipe, les autres n'étaient jamais allés à un congrès de billetterie. On avait organisé un voyage, on avait réparti les tâches. J'avais dit, le secrétaire, tu suis le secrétaire, tu suis le... Puis là, chacun, on avait regardé... Pour voir comment il organise. Oui, exactement. Puis c'était en Allemagne, puis le secrétaire général de la Société de l'Association mondiale nous avait dit... Difficile à suivre parce qu'ils sont tellement organisés, les Allemands. Puis il dit, les Québécois, c'est un Belge, mais il connaissait les Québécois, mais on est organisés. Puis on avait, grâce aux étudiants aussi, ça c'était nouveau, on avait introduit le fait d'avoir des étudiants qui nous suivaient. Moi, j'avais un étudiant qui me suivait tout le temps. Je l'appelais Minimi à la fin, mais il va se reconnaître, là. Puis, lui, il avait mon téléphone cellulaire, parce que ça existait en 2004. Puis c'est lui qui répondait au téléphone, puis il me suivait partout, puis il disait « Émile, là, ils ont besoin de toi, là, où il répondait, il ne peut pas vous répondre. » Puis on avait... Les étudiants, eux autres, ils minutaient. Puis, parce qu'en Allemagne, même si c'était bien organisé, ça sautait, là, des fois. Je vois que tu regardes l'heure. Non, je regarde pas l'heure, parce que je sais que tu as apporté des choses en plus. Oui. Je me sens mal de t'avoir dit d'apporter des choses, mais est-ce que peut-être nous parler de... Parce que là, maintenant, tu es professeur honoraire. Oui. Ça implique quoi? T'as encore un bureau à la faculté? Professeur honoraire, c'est synonyme de professeur retraité. je sais. Avec honneur? Ta bouche. Non, avec honneur, c'est l'équivalent de ce qu'ils appellent en anglais... Éméritus? Oui, éméritus. Non, mais je pensais que c'était ça, moi aussi. C'est pas la même chose. Parce que je l'ai traduit. Non, éméritus, il faut que tu sois nommé, mais on n'a pas cru que j'avais assez fait... Ça fait passer mérité. La personne qui recommande les candidatures n'a pas cru que j'avais fait assez. C'était pré-médaille de Saint-Éloi. Peut-être que maintenant, tu vois... non, parce que c'est dans l'année où on prend notre retraite, puis c'est fini depuis juin 2022, à moins que la personne se ravise, puis fasse du rétropédalage, mais je pense pas, puis regarde, c'est pas grave. Il y avait des avantages parce que ça me permettait d'avoir un bureau puis d'avoir accès à certaines... Là, je dois demander un peu plus parce qu'on me demande... Je suis directeur intérimaire de la thématique mégadonnées et intelligence artificielle au CERC. Puis j'ai réussi de peine et de misère à garder un bureau. Puis là, j'ai encore... Bon, c'est correct. Mais je suis professeur honoraire, c'est ça. Mais t'as encore... Là, t'es past president maintenant, t'es plus le président. Past president pour 2 ans, jusqu'à Cancun. Donc, pour passer le flambeau. Hein, ton père a déjà fait ça aussi, passer le flambeau, on se souviendra. Mais donc, attends, mais ça, c'est... Mais ça, c'est ça. T'as des petites choses dans des boîtes. Tu m'avais demandé d'apporter la médaille de Saint-Éloi. Juste qu'on fasse une comparaison de médailles. Super belle, la médaille. Moi, j'ai apporté ma médaille. J'ai dit, j'ai apporté ma médaille. Mais c'est quoi ta médaille? Toi, c'est celle du CIP? Oui, moi, non, la médaille du CIQ que j'ai eu en 2019. Ah oui, elle est belle, celle-là. Moi, je pense que, plus moderne. Ça a l'air d'un cadran de téléphone des années 80. Il y a quand même un artiste qui a travaillé là-dessus. Mais moi, j'ai toujours pensé que j'étais un imposteur puis qu'il y avait des meilleurs candidats que moi pour le recevoir. Mais
J'accepte quand même le prix. C'est supposé de récompenser quoi, ça? C'était l'implication dans les congrès de l'ordre, dans les comités de l'ordre. Là. Interprofessionnel du Québec. Interprofessionnel du Québec, c'est remis par le CIC. C'est ça, le CIC. Oui, non, mais c'est ça. Je me demandais ce que ça récompensait, en fait. C'est après que à part d'être bien pistonné. Après que j'ai terminé mon troisième mandat au CA de l'ordre, là, puis j'étais sur d'autres comités aussi à ce moment-là. Mais c'est sûr que ta médaille est plus grosse que la mienne. Non, mais celle du CQ, je la trouvais belle parce que Simon Verge, il fait du bruit, mon coffre. Et puis Simon Verge... Peut-être juste devant la caméra. A gagné... Un petit peu plus haut, est-ce que c'est... Alors, on voit Saint-Éloi de Noyen. Très, très beau. Le maître, le saint patron des orfèvres et des vétérinaires et des maréchals ferrants et des charretiers, etc. Donc, félicitations pour ce prix-là. Ouais. Puis, j'allais voir les récipiendaires, puis c'est quand même une liste qui n'est pas piquée des verres. Fait que c'est assez impressionnant. Le syndrome de l'imposteur, on l'a toujours un peu. Tu l'as dit toi-même. Moi, je me sentais... non, peut-être que... Il y a d'autres... En fait, je peux dire, Émile, que tu le mérites pleinement, probablement, en fait, autant que d'autres. Je dirais pas plus. Non, mais définitivement, non, je dirais pas plus que d'autres parce que ça minimise les autres. Non. Mais tu le mérites pleinement. Puis tu sais, ça fait 4 fois que je viens pour le dire, mais je vais le dire avant que j'oublie. Là, mais il y a une personne que je dois remercier, là, c'est Luc Descoteaux, qui a soumis ma candidature, qui a fait un travail incroyable de colliger, de refaire mon histoire. C'est intéressant. Il l'a lu à la MVPQ pour le prix McNaughton. Puis évidemment, il faut que quelqu'un le fasse, là, parce que c'est un long formulaire. Je me voyais pas remplir ça non plus, puis j'y avais même pas pensé. Surtout que moi, j'étais un peu un produit des années 70, là, parce que 70-80, puis une des personnes qui m'avait marqué à l'époque, c'était Henri Laborit, qui disait dans un de ses chapitres, Henri Laborit, il dit des médailles, mais en France, il en donne beaucoup, là, des trucs. Mais il dit, c'est un peu montrer à un singe comment faire une grimace, tu sais, puis ça m'avait marqué un peu. Je disais, bon... Il ne faut jamais courir après des médailles parce que les gens te donnent une médaille pour récompenser parce que tu as bien fait ce qu'il fallait que tu fasses. Mais celle-là, je la vois pas comme ça un peu. C'est une médaille qui vient des professionnels, des pairs, amis. Puis mais il y a toujours ce petit côté-là qui me dit, non, c'est pour reconnaître ton innovation. C'est pas ce qu'on t'avait dit de faire. En fait, c'est toi qui a amené des choses nouvelles. Puis Vincent l'a bien expliqué tout à l'heure. Puis des fois, c'est une médaille ou un prix pour le travail acharné aussi. Puis ça, dans la petite boîte noire qui est à côté de toi, il y a l'équivalent de nombreuses saisons de sueur et de coups et de coups de patin qui font scrooch-crooch. Puis c'est la bague de Coupe Stanley de ton père, en fait. Là. Ah ouais. Puis là... Peut-être juste sur la montre. Oui, à cette caméra-là, en fait. Là. Donc, la bague de la Coupe Stanley, en fait, pas de là, parce que ton père a eu 4 Coupes Stanley, mais dans ce temps-là, il ne donnait pas une bague à chaque Coupe Stanley. Il ne donnait pas, en fait. Puis, celle-là avait été faite rétrospectivement, il l'avait donnée par après. Par la suite. Oui. Donc, en tout cas, on a une mémoire, c'est quand même assez impressionnant. Oui. Est-ce qu'elle rentre dans ton petit doigt ou dans ton... Je pense que je l'avais faite pour qu'elle rentre dans mes doigts. Là. J'imagine qu'elle rentre encore. Il dit que je l'avais faite parce que c'est une... Je l'ai fait. C'est une commande parce qu'en fait, l'original a été vendue aux enchères. C'est quelqu'un d'autre qui l'a. Puis je regrette amèrement de ne pas avoir bidé, mais j'avais commandé parce que la famille avait décidé. Puis je pensais pas, j'avais pas réalisé on pouvait bider sur le propre encan. Là, évidemment, on pourrait le faire. J'ai racheté quelques souvenirs que je voulais garder de mon père, mais la médaille, c'est quelqu'un d'autre qui l'a, l'original. Mais la Ligue nationale, en fait, le Club canadien a permis... A autorisé qu'on en fasse une à l'identique. Ouais. C'est pas l'original. Vous n'aviez pas un genre de droit de premier refus sur quand les objets ont été mis en enchère? C'est la famille qui l'a fait. C'était pas moi mon choix. J'ai dit, je vais l'acheter. Mais ils ont dit, ouais, mais pour le catalogue, c'était mieux que ce soit dans l'encan. Parce que, bon, c'est pas grave, là, mais... Il n'y a pas eu de grosse chicane de famille. Puis, je voulais juste terminer... On n'en créera pas ici. Non, mais il y a une chose, tu as parlé de mon père, puis de la famille, puis des Bouchards, mais je voulais aussi saluer... ta famille. Du côté, parce que je dis toujours à Josée, là, quand elle me demande des choses que je ne veux pas faire... C'est-à-dire quotidiennement. Se mouiller, là. Se mouiller les mains. Non, mais c'est moi qui fais la vaisselle, quand même. Ouais, elle a fait à manger. On partage ça. Non, mais je dis toujours... je dis, oublie pas, parce que ma mère s'appelle Macbeth. Puis j'oublie pas que j'ai du sang royal. Ma mère a toujours dit qu'il y a 2 lignées de Macbeth. Il y a celle qui vient du roi Macbeth,
puis une lignée avec sa bonne, mais qui a reconnu après sa mort. Ce qui n'est pas vrai. Mais... Oui, c'est plus dur de reconnaître après la mort. Non, mais je veux dire qu'il a reconnu avant sa mort, je voulais dire. Ou après la mort de la bonne. Ça aurait pu être ça, mais non, elle disait toujours, fait que je dis toujours, moi, avec mon sang royal, je suis pas sûr que je peux faire de la vaisselle. Mais... T'as les yeux bleus, je suis pas sûr que t'as le sang bleu, là. Non, mais moi, je te remercie. Je remercie aussi José puis tes enfants d'avoir été endormis quand on était chez vous jadis, puis ou d'avoir été aux États-Unis pour José, puis d'avoir bien pris quand même les appels, parce qu'un appel, la dernière fois que j'avais parlé à José avant tout à l'heure, là, au téléphone, quand tu lui expliquais que tu avais les clés de la voiture, que tu étais supposé y avoir laissé, c'était au mariage de Marc-André Danjou pour parler de lui 2 fois dans cet épisode-là, alors que on s'était ramassé à Montréal, à l'entrepôt, qui s'appelle maintenant le Cabaret chez Mado, là. Puis, où Marc-André, on avait payé pour qu'il se fasse transformer déguisé en femme. Là, puis même que, point où Annabelle, sa conjointe, le reconnaissait pas. Là, alors qu'il... Mais attends, mais Émile était là? Émile n'était pas là. Okay. Mais nous, on était là, tard dans la soirée, puis on s'était dit, ça aurait été le fun si Émile avait été là. Puis je me rappelle, parce que c'était en 2000, j'avais pas de cellulaire. J'étais allé avec un 25 sous dans un téléphone Bell payant, puis j'avais appelé avec le bruit du cabaret, tout ça. Puis il était probablement 1h30 du matin. Puis c'est je pense que j'ai écouté le... c'est José. C'était peut-être un message. Oui, mais où elle a répondu, mais je me souviens d'un message qui durait assez longtemps. Ça doit être ça. 25 cents quand même. Ouais. Mais tu peux parler longtemps. Ça valait la peine. Si c'était pas interurbain à l'époque. Je devais imiter Norbert, puis après ça, d'autres personnes. Puis tout ça, mais comme le on avait été habituel. au Vieux du Lutte. C'est là qu'il aurait fallu le récupérer. La fois, oui, c'est ça. Dans le jour même, on était au parce qu'on avait fait une tournée des Grands-Ducs avec un autobus scolaire qu'on avait loué. On était passé par Saint-Hyacinthe. Mais donc, je remercie José pour sa patience durant toutes ces années-là. Puis... Et Fred Tremblay, parce qu'on l'a aussi mentionné. Lui aussi avait fait quelques folies dans cette journée. Donc, on remercie tout ce monde-là. Je remercie surtout toi, Émile, d'avoir été là, de t'être prêté au jeu. Ouais, merci. 1h30 probablement qu'on a fait. Là, c'est pas assez pour parler de tout ce que tu as accompli. Mais en un mot, on peut quand même te dire félicitations. On a oublié quelques mauvais coups quand même. Merci. Il faut en garder de côté. C'est ça, ce sera pour une deuxième fois. Oui, merci Eric. Merci d'être venu. C'est sympathique. Très apprécié. Oui, moi aussi je l'apprécie. Bon, à tous nos auditeurs et nos auditrices, on dit... Bon, on remercie aussi encore la clinique vétérinaire Quaticook et Vincent, Eric et les autres. Merci à la gang de la clinique. Puis j'aurais été à Luc, puis mes collègues du DSA à l'époque, Michel Bigrapoulin, puis Denis Tremblay. Oui, parce que sans nos acolytes, des fois, on se fait remercier, en fait, mais je sais que c'est pas un travail individuel, évidemment. Puis je dirais tous les vétérinaires de la MVPQ qui, à l'époque, ont cru dans le projet qu'on avait fait, parce que c'est vrai, si t'as pas ces gens-là, il faut que tu rassembles ces gens-là. Puis c'est pour ça que la médaille, moi, il y a bien du monde qui aurait pu avoir leur nom gravé derrière. Excellent. Tout à fait. C'est toujours un travail d'équipe. C'est la conclusion de notre... je brise la magie, mais de notre journée d'enregistrement. Merci. Merci au Studio 4771. Oui, merci Dan derrière la console et son acolyte, Xavier. Oui, merci les gars. Puis nous, on se revoit très bientôt. Très bientôt pour un autre épisode du Coq à l'âne. On y va avec le... Good job, man. Merci. Évidemment, la dernière, tout le monde. Ça, c'était après. C'est des grosses journées quand même. Après, puis vous étiez retrouvés. Oui, eux autres aussi, là, animés comme ça, sont brûlés à la fin du jour. Les anciens joueurs, tout ça pour honorer Butch. Salut, oui, faites une bonne job. J'espère qu'on n'a pas fait du langage trop grivois et des chastes oreilles. J'espère qu'on n'a pas fait de langage. OK. Comme ça. C'est bon. Eh bien, voilà qui conclut cet épisode. On espère que vous avez apprécié ça autant que nous, on a eu de plaisir à le faire. Eric? Et si vous avez aimé ce que vous avez entendu, abonnez-vous sur toutes les bonnes plateformes de podcasting et sur nos médias sociaux. Et on se revoit au prochain épisode. Ah oui,